L'histoire d'un rebeu qui s'est construit dans l'éducation française. Et là, c'était un autre univers. J'ai perdu tous mes repères. Réussir sans valeur, c'est possible ou non? N'en fais pas plus. Essaye juste d'être là et c'est déjà bien. Si tu ne réussissais pas, c'était ta faute. Des fois, ça se joue à un virage, à une décision, à une personne qui t'ouvre une porte. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. On allait chercher l'eau à la source 2 fois par jour. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je mette le double d'effort pour être à peu près perçu normalement. Cette soif de connaissance qui m'a fait changer de trajectoire un petit peu par rapport à l'école. L'IA est une chance ou un danger? Tout le monde à l'époque commençait à dire « Oh là là, l'intelligence artificielle est arrivée, les premiers métiers qui vont disparaître, ça va être les call centers et ça va être les développeurs de logiciels. Il faut que je découvre le monde corporate, le grand monde, les grands groupes. Tout le monde veut déployer l'IA partout. Est-ce que ça te dit avec ta famille de changer de plan de Munich à New York? Croyez en vous, poussez, il faut apprendre, il faut avancer. Ne laissez pas les autres dicter vos prochains pas. » Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de NIA où j'ai un invité extraordinaire, quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur, un des plus grands dirigeants de la tech que je connaisse aujourd'hui. Il s'appelle Nordine Biman, il a un parcours incroyable, on a beaucoup de similitudes sur certaines choses et aujourd'hui je voulais vraiment qu'il puisse participer dans NIA pour partager son expérience, son retour, son histoire. Vous allez voir, ça va vous apprendre énormément de choses dans votre vie pour évoluer, soit dans votre carrière, pour entreprendre, monter vos projets et avoir justement des valeurs très fortes, tout simplement. Nordine, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà ? D'abord, merci beaucoup Youssef. C'est avec grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec toi. Nordine Biman, j'ai 49 ans aujourd'hui. Je vis à Madrid avec ma famille et puis je voyage dans beaucoup de pays grâce à mon boulot. Je suis né au Maroc, comme tu le sais, dans l'Atlas marocain. Et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, avec les parents, les vagues d'immigration, comme tu connais. Et puis voilà, l'histoire d'un rebeu qui s'est construit dans l'éducation française, effectivement, mais puis et qui a grandi avec ces valeurs-là et qui ensuite a trouvé un goût très spécifique à la technologie et travaillé dans ce contexte-là. Magnifique. Écoute, avant de parler du moment où tu as dirigé un des plus grands groupes français dans la tech et aujourd'hui encore chez Connecta. Moi, ce que j'aime bien, c'est revenir un peu à l'histoire, revenir à l'enfance, où tu es né, comment tu as grandi, dans quel contexte, parler un peu de la famille, l'environnement, parce que c'est important de comprendre ton histoire et c'est l'histoire qui va ensuite marquer la suite de tes événements, je pense. Sûrement, d'ailleurs, on en parle dans ton livre, Rester humain, l'entreprise à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut revenir déjà à l'enfance? Où tu es né, comment tu as grandi? Et puis, je vais creuser un peu plus sur ça avant d'enchaîner sur la suite. Écoute, je suis né en 77, je suis né dans un hôpital ambulant de sœurs catholiques qui était situé dans les montagnes du Moyen Atlas, du côté d'Amizmiz. Amizmiz, c'est une ville au sud-est de Marrakech. Ça avait été touché par le séisme. Exactement. Ça a été une situation assez difficile. D'ailleurs, on a beaucoup entrepris pour essayer d'aider nos frères et sœurs là-bas pour s'en sortir. Et puis voilà, donc dans ces montagnes, en grandissant dans ces montagnes, bien entendu, avec les cousins, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, tu imagines ce contexte-là. On allait chercher l'eau à la source 2 fois par jour, on se levait, on se couchait avec le soleil. On vivait vraiment. Quand j'y repense encore, c'est avec beaucoup d'émotion et de nostalgie pratiquement de cette époque-là. Ensuite, assez rapidement, j'avais la famille de ma mère qui, elle, était de Marrakech, dans la Médina. Donc, je commençais à aller et venir entre la montagne et la Médina. Donc là, j'ai découvert la ville. J'ai commencé à découvrir le tourisme. J'ai commencé à découvrir après tout ce qui était plus proche de la ville. Donc, on voyait il n'y avait pas beaucoup de magasins de jouets. Donc, j'ai découvert ce que c'était un jouet, je pense, très tard. Tu vois, j'ai découvert ce que c'était un jouet. Nous, on jouait avec les cailloux et avec les boîtes vides, comme tout le monde. Et puis voilà. Et puis, mon père est parti. Dans mon souvenir, mon père est parti. Et je ne vivais plus qu'avec ma mère et ma grand-mère. Et un jour, mon père revient. Et revient après sa propre péripétie pour être sélectionné. À l'époque, l'usine s'appelait Berlier, qui est devenu après Renault. Et il a été sélectionné pour partir en France et travailler en France pour construire les moteurs de voitures, les moteurs de camions. Voilà. Donc au début, il est parti tout seul. Comme beaucoup de parents, familles, ils se sont retrouvés tout seuls dans
dans des foyers, 4 par chambre, à faire métro, boulot, dodo. À l'époque, il n'y avait pas de métro, mais c'était vraiment boulot, dodo. Et après une année et demie, ils se sont installés, ils ont eu de l'argent, il a commencé à prendre son studio, son appartement. Et une fois qu'il avait préparé le nid, bah, il est revenu au Maroc et il nous a ramenés avec ma mère. Je me rappelle encore, c'était mon premier trajet en voiture, parce que j'en faisais pas vraiment. C'est mon premier trajet en voiture aussi long. Il est revenu avec une R12 blanche, il nous a mis dedans et on a pris cette envolée en conduisant, traversant le Maroc. Alors tu vois le Maroc, petit à petit entre Marrakech qui était aride et chaud, on arrive vers Casarabin, ça devient vert, on monte vers Tanger, ça devient vert et pluvieux, et puis après on traverse, on prend le bateau, on passe de l'autre côté, on arrive en Espagne où on est perdu, et puis on roule ainsi jusqu'à qu'on arrive, effectivement, j'ai atterri à Saint-Chamond. C'était la première ville. Tu avais Voilà. 4 ans, c'est ça, hein, J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. C'était en 81. J'avais 4 ans et voilà. Et là, la vie commence. Et là, c'était un autre univers. J'ai perdu tous mes repères, tu peux imaginer. Le premier repère fondamental, ça fut le langage. Tout d'un coup, tout le monde parlait un langage que je ne comprenais pas, un français qui pour moi, d'ailleurs, même quand j'y repense maintenant, et j'ai quelques mémoires, je dis souvent c'est des mémoires de films de sourds et muets, parce que j'ai des gens qui bougent la bouche, mais j'ai pas de traduction, j'ai pas de son derrière, donc c'était assez impressionnant et c'était dur à la fois. C'est dur à la fois parce que bah, tu sais, la culture de grandir dans la famille, les familles surtout marocaines, où côté féminin, les tantes, ma grand-mère, ma mère étaient très proches, très affectueuses, et tout d'un coup tu te retrouves dans un monde limite très froid. J'avais ma mère avec moi, mais ma mère vivait elle-même sa propre transition à ce nouveau monde. Elle s'est mariée avec mon père assez jeune, ils se sont mariés, elle avait 16 ans. Elle m'a eu dans la foulée, donc elle aussi c'était un choc pour elle pour cette époque-là. Et donc voilà, donc on arrive là, Saint-Chamond, on me met dans maternelle, j'y comprends pas grand-chose, je joue comme je peux, j'essaie de comprendre. C'était dur parce que j'étais souvent perdu, il fallait toujours me ramener, me remettre dans le rang. Peut-être une éducatrice qui travaillait dans cette école maternelle a été un peu plus affectueuse que la normale. Donc elle prenait le temps, elle m'expliquait, et donc ça m'a réconcilié. Donc là, j'avais récupéré l'envie d'aller à l'école. C'est vrai que je résistais, mais là, tout d'un coup, elle m'a réconcilié avec l'école. Je revenais pour cette rencontre. T'en parles dans le livre, je crois que tu disais, elle t'a dit, tu es déjà là, c'est le plus important, ou un message comme ça, c'est ça? Ouais, je pense que ça a été un des messages le plus fondateur dans ces premières épreuves, c'était n'en fais pas plus. Essaie juste d'être là et c'est déjà bien. Et ça, c'était très fort parce que d'un coup, ça t'a enlevé un stress que tu t'infligeais à toi-même. Et je suis une personne qui se met beaucoup de pression, mais ça a été un moment d'apaisement et qui me réconciliait avec la suite du chemin. Super. Non, mais j'aime beaucoup cette histoire parce que moi, je suis venu à l'âge de 5 ans en France et je suis venu parce que, pareil, mon père, au démarrage, n'avait pas les moyens de nous ramener en France. Lui, il a fait le ménage toute sa vie. Et je suis venu à l'âge de 5 ans, pareil, il s'est marié avec ma mère. Lui, c'était un peu différent parce qu'il s'est marié avec ma mère au Maroc. Il a attendu de se stabiliser, trouver un job un peu sympa, trouver un appartement. En fait, il a essayé de faire les choses dans les règles, on va dire, de l'art. Et ensuite, il nous a importés, on va dire comme ça. Il nous a importés en France à l'âge de 5 ans. Et je comprends un peu cette histoire d'arriver et de ne pas parler très bien français. Moi, j'ai beaucoup de potes, ils se moquent encore de moi aujourd'hui. Ils me disaient, ah, tu te rappelles quand tu disais le chouin au lieu de dire le train, les oiseaux, tu sais, de plein de petits réflexes comme ça. Mais c'est cool. En tout cas, je pense que c'est très enrichissant comme histoire. Et bon, t'es arrivé à l'âge de 4 ans, un peu perdu au démarrage. Logique, tu parlais pas la langue, je suppose. Ok. Il se passe quoi dans ta tête? Tu te dis quoi? Est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Tu comprends ton environnement? Tu sais où tu vas? Est-ce que tu as été aiguillé sur ça? J'allais dire, non, j'ai partagé ça en peut-être 2 phases. Il y a une phase de primaire, tu vois, la phase où tu es à l'école primaire. Pour moi, ça a été juste une phase de rattrapage. Réellement, dans les notes, j'étais un élève moyen. Je crois que j'avais 10, 11 de notes. J'essayais de survivre. Mon père prenait un peu de temps avec moi, essentiellement sur les maths, prenait un peu de temps avec moi sur les sciences, mais voilà. Et j'essayais juste de vivre ma vie et survivre dans cet environnement-là. Et ça s'est fait assez rapidement parce que j'ai pu rattraper tout le monde. Et
Et donc voilà, donc là c'était plutôt l'âge de construire des fondations, des amitiés, des connaissances. Je- à la fin de la primaire, même je dirais jusqu'à la sixième, j'ai rattrapé les concepts. Et Mm. après, il s'est passé un truc assez incroyable. Et ça, c'était moi tout seul. Dans mon esprit, j'ai pris goût à la connaissance. Tu sais, il y a un shift, un moment. Et je pense, voilà, c'était autour de la cinquième, j'ai pris goût à la connaissance. Alors, les cours d'histoire géo qu'on commençait à avoir, on commençait à étudier toutes les civilisations. C'était fantastique, c'était génial. Moi, c'était des dessins animés dans ma tête qui tournaient en boucle. Une prof de français qui m'avait beaucoup marqué en cinquième, et là, c'est ça dessus où tu dis que l'éducation française, grâce à ces profs et à certaines personnes qui se surinvestissent, tu vois, peuvent changer des trajectoires. Une prof de français qui m'a fait découvrir la lecture, tu vois, découvrir la lecture, mais aussi ma propre lecture, donc dans les dissertes qu'elle nous faisait faire, dans les histoires qu'elle nous a racontées, et dans l'encouragement qu'elle donnait aux élèves qui n'avaient pas tous les moyens. On ne lisait pas, on était dans un niveau social de connaissances assez faible. Hein. Ma mère ne parlait pas français, mon père parlait à peine. Donc à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'enrichissement culturel au-delà de ce que toi tu pouvais trouver. Mais voilà, en cinquième, il y a eu un chiffre dans ma tête où la connaissance m'a attiré. Et donc à partir de là, ça a été de l'auto-ingestion moi-même, tu vois, dans les livres, dans les reportages, dans ce qu'on pouvait capter de la télé. Et donc c'était cette soif de connaissance qui m'a fait changer de trajectoire un petit peu par rapport à l'école. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que bon, comme toi et comme tout le monde, on a grandi dans des groupes de potes. On tenait les bancs et les murs des cités pendant longtemps, si tu veux. Mais assez rapidement, en cinquième, j'ai commencé à perdre mes premiers potes qui sortaient de l'école pour aller faire, tu vois, boulangerie, des Ouais. choses de ce type-là. En troisième, je crois que j'avais perdu la moitié de mes potes. La moitié de mes potes étaient en dehors du système scolaire. Et ceux qui sont arrivés au bac, pour le faire très simple, hein, ceux qui sont arrivés au bac, ça devait être 10 ou 15%. Donc il y a quand même un filtre assez fort, une réorientation assez forte de la communauté dans laquelle on était vers d'autres métiers, soit des filières techniques, soit directement professionnelles, qui fait que les liens d'amitié que tu avais, dans lesquels tu te reconnaissais, diminuent au fur et à mesure que tu avances dans ta scolarité. Tu te retrouves avec un autre contexte. Des personnes beaucoup plus éduquées, des personnes qui sont plus armées à la base pour aller plus loin dans les études. Et donc là, tu te retrouves quand tu étais en collège, tu étais un petit peu au-dessus, et ben là, tu te retrouves tout d'un coup, tiens, ben non, t'es quand même en retard, parce que toute l'éducation qui se passe en dehors de l'école que tu n'as pas devient un frein dans la suite de ton évolution, tu vois. Donc, juste pour repositionner, vraiment, primaire, sixième, ça a été catch-up. Le shift vers la connaissance, j'adore, j'ai besoin de m'instruire, j'ai besoin d'apprendre, tu sais. Et c'est ça qui m'a permis après d'avancer un peu plus. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, je le raconte dans le bouquin, mais bien entendu, ton père qui travaille à la chaîne, ta mère qui fait qui fait le ménage et des fois la cantine, et on est 5 dans la famille, ça marche pas. Au niveau revenu, ça marche pas. Donc il faut que tu commences à trouver toi-même des solutions pour régler tes envies. Euh, j'ai essayé d'utiliser l'école. J'étais plutôt doué en sciences, plutôt doué en maths, et j'ai commencé à me dire, bah, tiens, je vois pas mal de potes qui galèrent, même d'autres qui galèrent sur les maths. Je vais commencer à vendre mes services. Ah. Donc assez tôt, tu reconnais l'effet commercial. J'ai commencé à faire des exos de maths, voire des devoirs de maths, voire aider dans des contrôles de maths des potes, en échange, c'était du troc, en échange de vêtements de marque que je pouvais pas me payer. Je me rappelle, mes premières Stan Smith, c'était comme ça. J'étais en quatrième et c'était un devoir de maths. J'avais aidé un pote. Il avait plusieurs paires de Stan Smith. J'en avais une un peu usée. Je fais non, tu me donnes pas d'argent, donne-moi ça. Donc j'ai commencé à faire ça. Je me rappelle et un qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était un Bombers. Un Bombers, tu sais, ces starters là, cette jaquette de la NBA à l'époque. C'était un truc des Bulls. Pareil, ça c'était en troisième et c'était un pote aussi sur un devoir de physique, un devoir de maths, une collection. Bon voilà, je commençais à faire ma garde-robe. Du troc aussi. Hein, ma mère a commencé à avoir peur. Ah ouais. Elle pensait que je commençais à aller voler, que je lui ramenais des affaires volées. Ça. Donc il a fallu que je lui explique non, c'est en échange et tout. Après, elle a vu qu'ils étaient usés, voire certains qui sentaient. Donc elle avait besoin de les laver pour me les redonner. Mais bon, voilà un peu la trajectoire dans ces premières années. Ok, et c'était quoi tes passions, tes activités? Enfin, tu faisais du sport, en dehors du cadre purement scolaire et on va dire un peu entrepreneurial, parce que c'était de l'entrepreneuriat en fait ce que tu faisais quoi d'autre à côté? Écoute, comme plusieurs, j'ai essayé plein de sports. Alors,
de Saint-Chamond, on a déménagé à Villefontaine, donc dans l'Isère. Et mon père, il avait sa bande de potes de l'usine, non marocain ou non arabe. Et donc, c'est une bande de potes qui évoluait dans le rugby. Ok. Donc, très tôt, il m'a mis au rugby. Mm. Donc, moi, à 7 ans, quand tous mes potes commençaient à faire du foot, moi, il m'a mis au rugby. Et donc, je commence à faire du rugby. Et j'en ai fait pendant 5 ans. J'ai quelques souvenirs horribles. Tu vois, en Isère, là, des matchs de rugby le dimanche matin Boum. à 9h. Non, la boue, c'était fantastique. Ah oui. C'est quand c'était dur comme ça Ah oui, que tu exact. t'éclatais sur le sol. Tu n'avais plus envie de tomber. Je te jure, tu avais le ballon. Parce qu'il n'y a pas les mêmes Tu terrains courais qu'aujourd'hui en vite. plus. C'est clair. Tu courais très vite parce que tu voulais que personne te fasse tomber. Parce que si tu tombais, tu te faisais plaquer. C'était très dur. Donc j'ai commencé par le rugby. Après un moment, il y avait tellement de pression sur le foot. J'ai réussi vers l'âge de 11 ans à m'imposer, 12 ans avec mon père. J'ai dit non, je vais faire du foot. Je vais faire du foot. Malheureusement, je jouais comme un pied. C'était trop tard. Donc, tu vois, j'ai fait 1 an de foot, échec total. Ah ouais. J'ai fait non, bon, allez, on enlève le foot. On a grandi dans une culture dans ces années-là, les années 80, toutes les années 80, tu sais, avec toutes les chaînes qu'on avait, Club Dorothée compris. On a grandi dans une culture de manga. Donc il y avait cette passion pour les arts martiaux qui commençait à naître. Je commence par le judo qui était le plus accessible. J'en ai fait pendant 3 ans. J'étais un peu bouboule à l'époque. Ça fonctionnait bien, mais ma capacité à aller plus loin était limitée. Donc pareil, le judo, j'ai dû arrêter au bout de 3 ans. Et après, il y a une vraie passion qui s'est déclenchée sur deux vrais sports. Le basket. Le basket et surtout le streetball. Parce qu'on avait ces city stades qui poussaient un peu partout, à l'époque. Et je te jure qu'on passait des heures au carré. C'était l'époque de Barclay, Jordan et toute la bande. On passait des heures à jouer non-stop, à se vanner, parce que ça faisait partie quand même du truc. Donc c'était un peu le regroupement de toutes. Quand on tenait pas les bancs, on était sur les city stades et on jouait au basket. Là, je te vois, tu te remémores tous ces souvenirs en fait. Hein, tant que tu parles. Mais c'est parce que c'est sur le moment, tu t'apprécies pas, comment ça te façonne plus tard, si tu veux. Et tu vois, quand tu prends un ballon et que tu essayes, tu shootes à 3 points, tu laisses tes potes partir et tu continues à shooter, tu te construis. Tu te construis une discipline, tu te construis une volonté, tu te construis une éducation à faire les choses. Tu vois, sans t'en rendre compte, hein. Tu commences à être obstiné ou tu commences à focuser ton feu interne sur certains objectifs très clairs. Donc, tu deviens plus déterminé dans ce que tu fais. Donc ça te façonne en tant que personne. Et d'ailleurs, ça me l'a façonné après parce que, pareil, j'ai démarré le karaté un peu tard. J'ai démarré le karaté vers 16 ans quand je suis arrivé à Paris. Mais pareil, la discipline dans le karaté, surtout le Shotokan, qui est plutôt le karaté qui vient du Japon, et pas celui de la France. Ben pareil, Shotokan, tu vois, on n'avait pas toutes les ceintures de couleur arc-en-ciel que tu vois que tu vois aujourd'hui dans beaucoup de fédérations. Dans le karaté japonais, tu passais de la blanche à la marron. Donc j'ai porté la ceinture blanche pendant 4 ans. Okay. Et tant que tu es ceinture blanche au karaté dans le Shotokan, tu n'as pas le droit de faire de compète. Okay. Donc tu peux faire des compètes qu'à partir de la marron. Bon voilà, donc c'était... Voilà, tu me parlais de sport. C'était les vrais 2 sports qui m'ont marqué plus tard dans ma vie. Ça a été le basket et le karaté. Ça façonne beaucoup le sport. En matière d'esprit d'équipe, de leadership, je l'ai souvent remarqué. Et fait le parallèle avec les personnes autour de moi qui sont très sportifs. Tu te rends compte que dans le monde professionnel, ils ont déjà une discipline de faire et une capacité à leader les autres qui est très très forte. Mais c'est vrai que ça nous crée aussi un certain caractère. Je pense que tu dois connaître les qualifs de dribble. Tu sais, en revenant un peu, je me dis, en repensant ces qualifs de dribble, c'était un truc de fou un peu. T'es là, vous êtes 20 sur le terrain, et toi, tu te dis que tout seul, tu peux prendre la balle et passer 20 personnes pour aller marquer. Tu sais, quand tu penses au truc, tu te dis, mais en fait, déjà, t'as été programmé à faire des choses qui sont impossibles, tu vois, dès le début. T'es tout seul, il y a 20 personnes, tu te dis, bon, tu sais quoi, je vais prendre la balle et je vais tous aller les dribbler pour marquer. Ou t'es déjà fou, en fait, à l'époque. Et les arts martiaux, je connais bien parce que mon père, il m'a inscrit à l'aïkido quand j'étais tout petit. Moi, je voulais m'inscrire au foot, hein, comme beaucoup de personnes. Et à 6 ans, je dis voilà, papa, j'ai envie de faire du foot. On est d'arriver en France. Et il m'inscrit à l'aïkido, j'étais dégoûté au début. Franchement, dégoûté, incroyable. Je dis qu'est-ce que je fous là et tout. Tu sais, en plus, l'aïkido, c'est un art martial qui est très léger. Tu sais, très self-défense, très tourné énergie. Je me suis cassé le bras sur une chute. Et je dis à papa, t'as vu, ce sport, il est trop dangereux, faut que tu me sortes. Là, j'ai réussi à rebifurquer dans le football. Donc, ça, c'est la partie un peu plus sport. J'ai une dernière partie, c'est la famille.
Juste, c'est 5, c'est ça? 5 à la maison. C'était quoi l'ambiance? Comment étaient les parents? Quelles valeurs ils vous ont transmises? Enfin, est-ce que tu peux nous Bien sûr. raconter un peu l'ambiance familiale, on va dire? Donc j'étais l'aîné. Hmm. Donc tous ceux qui ont suivi, en tout cas j'ai mes trois frères et ensuite plus tard ma sœur. Bon, j'étais l'aîné, donc j'étais un peu le référent. Mais c'est vrai que vu que j'avais 4 ans d'écart avec mon cadet, Yacine, et après ils avaient plus que 2 ans chacun d'écart, il y avait une bande plus rassemblée sur les petits. Écoute, on faisait de tout. Bien entendu, on se battait, on s'amusait à se battre. Dès qu'il y avait un générique, tu sais, de n'importe quel, que tu mets Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque ou n'importe quoi, sur le générique, avant que le dessin animé commence, on était tous en train de sauter sur les salons T'as marocains. essayé Là. de te transformer en Super Saiyan toi aussi ou pas? Ah, mais À pire. crier comme ça, te dire je vais peut-être réussir à avoir. Alors, moins ça, mais j'ai passé du temps à essayer de décrocher mon bras pour ressembler à Cobra. Je sais pas si t'as pas connu Cobra, mais à un moment j'avais vraiment envie d'être Cobra. Mais, mais oui, on a fait tout ça, on s'amusait. Après, je repense à certains moments avec les frères, comme toi, ça a dû te passer, mais le truc que faisaient nos mères, en tout cas ma mère, c'était bon, elle veut faire le ménage. Et pour faire le ménage, elle peut pas faire le ménage quand tous les gamins sont là. Donc juste après manger, elle nous lançait dehors, on sortait, on avait une forêt juste à côté, une sorte de parc et tout. Et donc là, on partait. Vous revenez pas, je sais que j'ai fini. Donc on était tous dehors là, et on n'était pas les seuls. Toutes les familles, toutes les mères sortaient leurs gamins. Donc on se retrouvait dans ces sortes de parcs à essayer de construire plein de choses, faire plein de choses. Donc là c'était aussi une zone d'expression importante pour nous. Écoute, avec les frères, c'était toujours ça a été des chemins différents, des trajets. T'étais un peu l'exemple de la famille du coup. Oui et non. Parce que j'avais pas envie d'être l'exemple. Donc oui et non, parce que je pense que chacun avait ses qualités, chacun avait sa trajectoire. D'autres étaient plus entrepreneurs, d'autres étaient plus. C'était plus l'école par laquelle ils allaient s'en sortir. Donc je voulais pas forcément formater l'exemple. Tu vois. En revenant sur les valeurs dont tu parlais qui étaient importantes, je pense qu'il y en a une vraiment importante. Du côté de mon père, si je sépare un peu, du côté de mon père, ça a vraiment été la discipline. Tu vois, il travaillait, donc c'était assez dur, hein, il travaillait, à l'époque, on appelait ça les 2-8, tu vois. Donc il se levait à 3h30 du mat pour être à 4h30 à la chaîne, tu vois. Une semaine, et l'autre semaine, il rentrait à 23h. Donc ça. Écoute, et je pense qu'aujourd'hui, tu le dis à n'importe qui, et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de signer, cette personne, mon père, l'a fait pendant 45 ans non-stop. Tu sais ce que ça veut dire 45 ans, le même job, sur la chaîne, le même job. Alors c'est pas vrai parce qu'il a évolué, mais 45 ans à faire ce système-là des 2-8. Enfin, aujourd'hui, j'en parle même à mes frères. Personne de nous est capable de faire ce qu'il a fait. Donc il était là, il était présent et il a tenu avec ce qu'il a pu, il a tenu la famille et il a fait ce boulot non-stop là jusqu'à 45 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça lui a causé quelques maux de santé d'ailleurs, cette partie-là. Mais si tu veux, ça a été important du côté de mon père, cette détermination et cette discipline qu'il a mis. Ensuite, Et te l'a partagé? Ou bien en fait, tu le voyais très peu? non, c'est par l'exemple. Ok. Vraiment, tu sais, on dit que c'est plus les faits qui marquent les mots. Dans ce cas-là, c'était juste de le voir. Tu vois, il n'a jamais formulé ainsi. Tu le sentais ça quand tu étais petit? Ah non, je le sentais. Je sentais. Et si tu veux, mon premier job rémunéré à 18 ans, je suis allé le faire à la chaîne avec lui l'été. Et si tu veux, et là, tu vois, le père qui est très sévère, tu vois, toi, tu as une perception du père quand tu grandis. Là, tu le vois dans son environnement de travail, avec tous les autres pères que tu voyais dans la ville, toujours des darons très sévères, tu vois. Et là, tu les voyais dans un environnement où, en fait, c'était tous des gamins. Et ils étaient beaucoup plus fun, si tu veux. Entre eux, ça se vannait, ils jouaient. Tu vois, je retrouvais... J'avais les deux faces du père sérieux à la maison et du père un peu plus relax au boulot. T'as découvert... Oh, j'ai découvert un autre... Mais en travaillant avec lui et en souffrant avec lui, je peux t'assurer qu'après, à chaque fois que je recevais même 5 francs de sa part, je savais comment ils les avaient obtenus. Et ça m'a donné beaucoup de respect par rapport à tout ça, si tu veux. Et peut-être une autre valeur qui a été très très forte du côté de mon père, il nous a jamais autorisé à justifier nos échecs par la faute des autres. Si tu veux, si tu ne réussissais pas, c'était ta faute.
Si tu n'accédais pas à ce que tu voulais, c'était ta faute. Si tu n'obtenais pas ce que tu voulais, c'était ta faute. Ne dis pas que c'est la faute de l'autre, ne dis pas que c'est du racisme, ne dis pas que c'est autre chose. Donc si tu veux, en mettant une discipline comme ça, bah, quelque part, je me suis auto-formaté. Donc, bon, c'est un peu plus dur, parce que chaque fois que tu es en face d'un échec, bah, tu te le mets tout sur le dos. Donc ça t'oblige. Encore aujourd'hui Ouais, un peu quand même. Encore aujourd'hui. Mais du coup, ça te permet d'aller plus loin dans ton introspection, ça te permet de pousser les limites plus loin et de réfléchir à des alternatives où, des fois, en jouant la victime, bah, c'est facile, tu joues la victime et tu prends tu fais un step back et tu fais rien. Donc ça, c'était vraiment du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'était plus le côté créatif. Tu vois, elle était jeune, elle rêvait, c'est une entrepreneuse née, elle voudrait construire tous les business du monde si elle pouvait, si tu veux. Donc elle, c'était faites vos business, poussez, faites des choses. C'est plutôt le rêve, si tu veux. Le rêve, c'était plutôt la joie, c'était plutôt le rire. À mon avis, un peu comme beaucoup de familles, mais tu vois, ça compensait un peu, tu vois, sur les valeurs, la discipline, la structure, l'éducation, et puis la créativité du côté de la maman. Il te poussait à aller à l'école? C'était Ma mère, oui, mais elle n'avait pas les moyens. Okay. Donc elle ne savait pas lire et compagnie, mais elle me poussait à faire mes devoirs. Okay. Les notes, elle savait pas ce que valaient les notes, mais à chaque fois qu'on revenait avec des notes, tu vois, elle nous encourageait. Alors que mon père me challengeait, elle nous encourageait. Donc elle savait que quelque part l'école, c'était une planche de salut pour nous. Ok, ouais, ça me... Mais moi, en fait, au moment où tu me parles, tu sais, je repense à tout plein de choses. Je me rappelle que ma mère, pareil, elle parlait pas français. Elle a arrêté l'école, elle était en primaire, je crois. Et à chaque fois qu'il y avait une réunion, tu sais, parents-prof ou quoi, elle essayait toujours de trouver quelqu'un dans le quartier pour l'accompagner, pour lui expliquer. En fait, elle voulait rien rater. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que on n'a pas tous, parfois, des parents comme ça qui nous suivent jusqu'à là, tu vois. Et le fait qu'elle te suive partout, peu importe, qu'elle comprenne le français ou pas, elle voulait absolument sa réunion avec le proviseur, elle voulait sa réunion avec le prof. Elle comprend pas, mais c'est pas grave, je vais venir avec quelqu'un, on va me faire la transcription. Et ça, c'est des choses qui nous poussent aussi. Toi, tu te dis, tu peux pas rater, tu peux pas échouer. Ils ont fait trop d'efforts pour nous. Donc, ok, je vois bien un peu les parents, et c'est important la partie remise en question. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. Voilà, quand il vous arrive quelque chose, si vous passez votre temps à accuser les facteurs externes, vous n'allez pas avancer. Parfois, c'est bien de s'accuser un peu soi-même. Moi, mon père ne m'a jamais parlé de racisme, il ne m'a jamais parlé de discrimination. C'est des choses que je ne connaissais pas, en fait. En fait, j'ai jamais, depuis mon enfance, entendu parler de ces choses-là. Je ne connaissais même pas. Il peut y en avoir sur mon chemin. J'ai pu être victime de racisme ou de discrimination, peut-être dans des entretiens, mais je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que ma culture, c'était... travaille sur toi. Et ça te permet de toujours progresser. Donc peut-être que tu vis des discriminations, mais le fait de toujours travailler sur toi, ça te rend meilleur que les autres. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne culture, même si tu portes un peu tout sur ton dos, et parfois ça peut être lourd. Voilà, ça peut être lourd mentalement, voilà, surtout mentalement. Et du coup, une famille avec le père, la maman, 5 dans la famille, le sport. T'as fait plusieurs sports, donc je pense que ça aussi, quand tu fais plusieurs sports, ça te donne pas mal de culture, pas mal de connaissances, aussi un peu de réseau. Et derrière, t'as arrêté tes études quand ? Enfin, t'as continué tes études, je crois que tu t'es arrêté au baccalauréat ou Non. Non, pas du tout. Tu sais que, à ma connaissance, pour moi, dans ma tête, tu t'es arrêté au baccalauréat. Non. Ou au BTS, ou non. Non, en fait, c'est un chemin compliqué. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans mon association, les entretiens de l'excellence. C'est qu'il n'y a pas de chemin rectiligne. Donc, n'essayez pas de tout prédéterminer ta carrière, parce qu'en fait, tu vas être en face d'épreuves, de sujets, même après le bac, qui vont te faire naviguer. Mais ma carrière, ça a été ça. En première, il y a eu des tensions à la maison. Bon, voilà, comme n'importe quelle famille, et j'en ai souffert un peu, et j'ai commencé à négliger l'école. Donc j'ai commencé à être très en rébellion un peu, tu vois, en rébellion. Il y a un âge de l'adolescence où tu passes par cette phase de rébellion, et ça, malheureusement, ce que j'ai décidé de pénaliser, ça a été l'école, et pas autre chose, tu vois. Donc je continue à faire le sport, tu vois, je continue à faire du basket, on faisait tous nos Adidas Streetball avec mes potes, là, Stéphane, Mokhtar et Étienne, je me rappelle. On gagnait des compètes, on avançait et tout, mais j'ai décidé de sacrifier l'école pour envoyer mon signal d'alarme à cette époque-là. Et à cette époque-là, on découvre aussi une partie de la famille qu'on avait à Paris. Donc là, je commence à faire des allers-retours pour aller voir, mais parce que nous, à Lyon,
tous les sons, la musique qui nous arrivait de Paris, c'était le top, tu vois. On avait tout en décalé. Donc à l'époque, que ce soit les NTM, Assassin et tous ces gens-là, on les recevait en décalé. Nous, on était plutôt funk sur la région lyonnaise. Donc on était plus sur les années, tout ce qui revenait du basket, les vêtements, la sape, c'était tout venait de Paris. Donc avoir de la famille à Paris, tout le monde sortait un peu les pecs en disant j'ai de la famille à Paris, je vais pouvoir vous ramener du bon son et des vêtements sympas. Donc je faisais des allers-retours à Paris et j'ai découvert ma tante. J'ai découvert une tante là-bas, une tante qui était mariée avec l'oncle de ma mère, avec 2 cousins. Et c'était une tante d'origine française, convertie à l'islam, qui était rédactrice en chef d'un journal pour un grand groupe de mutuelles. Il vivait dans une zone à Paris, du côté de Saint-Maur, assez privilégiée, donc c'était plutôt d'un haut niveau. Mon oncle, à l'époque, était un grand éditeur aussi, donc il était... Et à ce moment-là, ma tante vivait aussi la séparation avec mon oncle. Mais il s'était attaché à moi, on discutait avec mes cousins et tout. Et puis, les vacances de première, je me rappelle, c'était les vacances d'avril. Je remonte les vacances de février, je monte les voir. Et je leur annonce que je vais arrêter l'école. Que mon père me met la pression pour commencer à ramener de l'argent. Je commençais à travailler à l'époque dans les marchés, je ramenais les 50 €, tu vois, par matinée, les trucs comme ça. Et mon père me dit, tiens, il est en âge de nous aider, donc s'il n'est pas bon à l'école, il faut qu'il arrête l'école. Tu vois, c'est binaire, il faut qu'il arrête l'école, il travaille et il ramène un salaire. Et donc ça commençait à travailler dans ma tête et je voyais bien qu'on souffrait un peu financièrement tous et que ramener un salaire en plus à la maison serait important. Donc pourquoi ne pas arrêter l'école? Je pense que je me serais débrouillé. Et quand j'ai annoncé ça à ma tante, ça a été le choc. Ça a été Nourdine, tu peux pas. Tu peux pas arrêter l'école à ton âge, à ton niveau, avec ce que tu as déjà fait. Ça serait dommage, ça serait du gâchis. Tu vas pouvoir aider beaucoup plus tes parents et tes frères et sœurs si tu continues. Ça commençait à travailler dans la tête. Donc, et elle m'a tellement chargé de confiance en moi, chose que personne n'avait fait, que je me dis, elle a peut-être raison. Elle dit, Nordine, tu peux faire beaucoup plus, tu peux aller beaucoup plus loin, ne fais pas ça. Et elle a commencé elle-même, de son côté, à me dire, écoute, je vais chercher une solution d'abord, un internat autour de nous, comme ça, tous les week-ends, tu rentres à la maison chez nous, nous on t'aide, et comme ça, tu vas rattraper. L'internat fonctionne pas, ils n'ont pas trouvé de solution. Et un soir, mon grand cousin à l'époque, qui s'appelait Selim, lui aussi qui a une histoire particulière, moitié japonais, moitié marocain, je te raconterai. Et il dit, écoute, on va pas laisser Nordine arrêter l'école. Moi, je suis prêt à partager ma chambre avec lui. C'était un appartement 3 pièces qu'ils avaient. Et il accepte, lui, donc il avait à l'époque 21 ans. Il accepte de partager sa chambre avec un gamin de 16 ans. Donc tout d'un coup, la solution s'ouvrait. Donc elle me dit, bon voilà, Nordine, si tu es d'accord, tu peux venir. Selim partagera sa chambre avec toi. Alors, il a mis un lit superposé. Le pauvre, je l'ai fait souffrir parce que moi j'écoutais de la funk et du rap et lui il était plutôt métal. Donc la cohabitation a été dure pendant quelques années. Bon bref, mais il a partagé sa chambre avec moi et puis et quelque part au fin fond de moi je me disais c'est vrai qu'ils ont raison, que je peux faire plus. Donc du coup, j'annonce à ma mère, à mon père que je vais partir. Je vais partir de la maison à 16 ans, je vais partir et je vais monter et je vais aller vivre avec ma tante et mes cousins pour continuer mes études. Ça a été très très dur, tu peux imaginer, annoncer ça. Mon père a compris. Il a compris très vite, parce que lui-même, il a vécu ce déracinement. Donc il a compris qu'à un moment, tu as besoin de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose de plus grand. Ma mère, ça a été une séparation. C'était un pur et dur. Ça a été, tu me laisses, t'es mon aîné. Tu as été mon confident pendant toutes ces années, c'est toi avec qui j'ai tout fait, et là tu me laisses toute seule en face de tout ça. Donc ça a été un déchirement, même si tu fais les promesses de revenir souvent et compagnie, mais c'est quand même que tu n'es plus là au jour le jour. Et donc voilà, donc là je monte à Paris, à la Varenne. On m'inscrit avec un dossier de première où j'avais à peu près 2 de moyenne, si tu veux. Il n'y avait pas beaucoup de lycées qui m'acceptaient, mais finalement, un lycée à Champigny-sur-Marne m'avait accepté. Louise Michel, le lycée Louise Michel. Et là, je rentre, et donc je redouble ma première scientifique ici. Je l'obtiens assez rapidement. Je passe le bac avec mention.
Et après, je vais en Dogmias, juste pour terminer sur la partie études, je vais en Dogmias, donc c'est maths et informatique appliquée aux sciences à l'époque. Je fais une première année je sais pas, j'ai 18 ou 19 de moyenne sur tous les partiels. Et là, l'université de Créteil à l'époque me conseille d'aller faire une prépa. Personne ne m'avait conseillé avant sur les prépas. Bien entendu, avec mon background, personne n'avait parlé de prépa, si tu veux. Ils disent, Nordine, avec le niveau que tu as, il faut que tu ailles faire une prépa. Ça ne sert à rien de rester en Dogmias, tu vas l'avoir. Donc, va faire une prépa. Et là, je trouve une prépa à Jussieu, à Paris Diderot. Et donc, je fais ma deuxième... Je fais la deuxième année, je fais une maths P à Jussieu, à l'époque. Prépa INSI. D'ailleurs, je rencontre 2 grandes amitiés qui m'ont suivi après, pendant cette prépa. Et là, la prépa, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que j'étais plutôt à l'aise en sciences. Et là, tout d'un coup, le but, c'était pas que de te rendre à l'aise. Parce que derrière l'éducation de la prépa, c'est pas juste de l'apprentissage, c'est aussi de te sabrer un maximum pour que tu sois éduqué sur la force de travail, la force de frappe, que tu augmentes ta volonté ou ta capacité de travail. Et je commençais à voir des calls, les fameuses calls, tu sais, tous les samedis matins, tu viens et tu es à 4 heures d'exercice, c'est pas sur ta feuille, au tableau, tu vois. Et donc, dès que tu bégayes, hop, tu te fais ramasser. Et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premières notes négatives en mathématiques de ma vie. Et ça m'a détruit. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas avoir -4 en maths. Ben si, j'avais -4 en maths certains samedis matins. Donc ça m'a vachement impacté. Finalement, je passe le concours, parce que chaque prépa te donne accès à un concours d'école d'ingénieur. Donc, je passe à un concours d'école d'ingénieur. Je décroche une école en chimie du côté de Lille. Je n'étais pas motivé pour aller faire de la chimie à Lille. Donc, j'arrête. Je me dis, bon, finalement, j'aimerais bien faire un truc entre l'humain et les sciences. C'est plutôt moi. Et je me dis, l'humain-science. D'ailleurs, cette période-là, pour avoir cette réflexion, je suis retourné dans mes montagnes de l'Atlas. J'ai passé un mois avec mon grand-père qui avait déjà 95 ans à l'époque, à réfléchir, à penser tout. Et je reviens et je dis, bon, je vais faire médecine. Médecine, c'est vraiment le juste milieu entre la science et l'humain pour ce qui me concerne, donc je vais faire ça. Bon, tout un processus pour réussir à être accepté en médecine après avoir fait Bac+2, parce que les prioritaires, c'est ceux qui sortent du bac, pas le Bac+2. Et au final, donc je fais médecine, et pareil, alors je revenais de la prépa, donc j'étais un peu refroidi sur travailler, mais bon, j'avais bossé. Et là, je passe mon concours et je loupe le concours d'une 30aine de places. Tu sais, il y avait le fameux numerus clausus. On était 3500, ils en prenaient 110. Et voilà comment le numerus clausus peut tuer une vocation, si tu veux, alors que tu vois aujourd'hui le nombre de médecins qui manquent sur le territoire français. Il aurait fallu juste... Bon, bref, une vocation de louper, une ambition de louper. Et on était vraiment dans la merde. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et un de mes potes de fac avait fait en parallèle un DUG, un DUT, c'est un diplôme d'études universitaires en technologie. Et cet enfoiré, je suis désolé de l'appeler comme ça, sort avec un salaire à l'époque, alors c'était en France, je vais paraître un dinosaure, mais sort avec un salaire, ça devait être, allez, on va dire 2000 euros. Quand mon père, lui, était encore à 1200 euros, si tu veux. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de l'informatique. Je codais. Bon. Et donc, à partir de là, si tu veux, shift, focus. Je dis, écoute, Nordine, toutes tes passions, tu vas les mettre de côté. Tu vas partir sur un vrai job alimentaire, quelque chose qui paye, pour être sûr de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille quand tu vas avancer. Et donc, voilà. Et donc, je fais ce DOT. Pareil, je l'obtiens, je sors parmi les 4 premiers. Je me rappelle, à l'époque, on fait un petit concours entre potes, les meilleurs, là. Et je leur dis, ok, je serai peut-être pas le premier en note, mais vous verrez, je serai celui qui aura le meilleur salaire de sortie. Donc on se fait notre concours et tout, je négocie avec plusieurs boîtes, et finalement je trouve une boîte. Sésame, c'était une boîte, c'était une petite start-up d'une 50aine de personnes sur la cybersécurité, le réseau, avec un nearshoring, offshoring, tu sais, en Roumanie. Donc je commence à faire ça et je sors avec le meilleur salaire à l'époque. C'était combien? À l'époque, c'était 32K à l'année. Pour un ingé, tu vois, c'était... Bon, voilà. Les autres étaient plutôt entre 28 et 30, mais j'étais fier de ce truc-là. Je fais ça avec Sésame. Et très rapidement, je fais le tour. Parce que dans une start-up, tu fais tout. Tu le sais toi-même. Tu fais des propositions commerciales, tu fais de l'administration réseau, tu travailles des projets pour le client, tu fais le ménage, tu fais un bureau, tu règles l'imprimante. Bon, voilà. Au bout de un peu moins d'un an, je me dis, non, il faut que je découvre le monde corporate, le grand monde, les grands groupes. Allons-y. Et là, je cherche, je commence à me mettre sur le marché et je vois, et finalement, je reçois deux offres à l'époque.
une d'une boîte qui s'appelle CSC. C'est une boîte américaine qui ensuite a été rachetée par HP. Et qui me prennent un peu dans ma formation de développeur. Ils me disent, bah, voilà, tu rejoins, tu seras chargé d'une petite équipe, et voilà, après 2 ans, tu t'occuperas d'un module de développement, et puis tu avanceras. Bon, voilà. Ils me donnent, si tu veux, ils me donnent une vision sur ma carrière, sur les 2 ou 3 prochaines années, assez structurée, bien. Et de l'autre côté, j'avais une offre d'Atos. Et là, Atos était en plein boom. Ils venaient juste d'annoncer l'intégration de Philips, en tout cas de Origin, qui était la filière informatique de Philips. Donc, ils étaient en super croissance, vraiment super croissance. Et là, c'était pas très, très clair. Ils cherchaient un ingénieur, architecte d'information, quelqu'un qui pouvait faire à peu près tout, tu vois, un couteau suisse. Voilà. Et donc, j'ai cette offre-là, et c'est marqué Team Leader, et j'ai cette offre-là, c'est marqué architecte en système d'information. Et en package à peu près équivalent. Et je vois les deux. Et je me dis, quand même, celle où c'est écrit architecte, j'en connais une qui va être vachement fière. L'architecture, c'est comme l'ingénieur, le médecin, c'est un peu ce niveau chez nous. Ouais. C'est à peu près ça. Donc j'enlève et je prends les cartes de visite et je donne les cartes. Donc finalement, je choisis Atos, je rentre chez Atos à l'époque, en 2000. Et je donne ça et je montre la carte de visite à ma mère. Et ma mère se retrouve avec ses cartes de visite de son fils marquées architecte. C'était la plus fière sur les marchés de Lyon. Elle avançait, elle montrait la carte de visite à toutes ses copines. Elle posait les sacs, elle montrait les cartes de visite. Mon fils, il fait quoi? Il est architecte. Je savais pas de quoi, mais c'était ça. Bon, voilà. Donc, pour les études, j'ai fait ça, mais juste pour terminer les études, en rentrant chez Atos, le commitment que j'avais pris avec mon patron de l'époque, c'était que je termine mon diplôme d'ingénieur. Et là, je me suis inscrit au CNAM. Et j'ai fait les études du soir du CNAM, enfin, c'était soir professionnel. Atos me donnait le vendredi après-midi. Je faisais vendredi après-midi et samedi de cours pour obtenir mon diplôme d'ingénieur en système d'information. Voilà. Super. Voilà, et tu as fait plus de 10 ans, presque 20 ans, non? Chez Atos? Chez Atos. 24 ans. 24 ans, ok. Et 24 ans chez Atos. Tu as commencé en tant qu'architecte, comme tu disais, un espèce de couteau suisse, jusqu'à devenir dirigeant CEO, mondial, en fait. Il se passe quoi? En fait, comment toi, qui arrives d'un petit village à Mizmiz, proche d'Amizmiz, qui débarque en France à Lyon, un peu paumé, avec on va dire de la chance aussi, parce que tu as eu ta tante qui t'a poussé, donc cette tante-là dont tu parles tout à l'heure, je pense qu'elle a eu beaucoup de poids aujourd'hui. Tu sais, des fois, ça se joue à un virage, hein, à une décision, à une personne qui t'ouvre une porte. Tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui pèse plusieurs milliards, des centaines de collaborateurs, plus de 100 000 collaborateurs. 100 000 collaborateurs, effectivement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous tout ça là. Il se passe plein de choses. Mais tu sais, je pense que ça fera écho aussi un peu plus à ton premier bouquin. Là, on réussit pas seul. On réussit pas seul aussi dans ces boîtes-là. Mais ce qui se passe vraiment, c'est... écoute, la même détermination que tu mets dans le sport... que tu mets à obtenir quelque chose, tu l'amènes au boulot et tu le fais. Et je pense que ce qui s'est passé, si je prends du recul, je me rappelle à l'époque, beaucoup de monde me disait, mais Nourdine, pourquoi tu es aussi pressé? Ou pourquoi tu prends autant de responsabilités aussi jeune? Tu vois, tu as le temps. Les gens me disent en France à l'époque, hein, que quand je démarrais, et c'est vrai que je collais pas dans le flow normal, si tu veux. Donc j'ai commencé, j'ai fait très rapidement architecte, chef de projet. On me met chez un client, à l'époque c'était le client EDF. On met chez un client, ça se passe super bien, le client, on fait un déploiement pour eux sur toute la plaque Île-de-France, je gère tout le programme pour eux, si tu veux. Ça se passe très très bien. Pourquoi ça se passe très bien? Pas parce que je suis nécessairement chanceux, j'y mettais mes jours, mes nuits et mes week-ends. Soyons clairs. C'est pas, tu ne réussis pas sans effort. Hein. Et là, si tu veux, pour moi, revenant un peu à nos origines et à nos valeurs, je me suis toujours dit qu'il fallait que je mette le double d'effort pour être à peu près perçu normalement. Donc, dès le début, je mettais double ration sur à peu près tout. D'ailleurs, ça m'a coûté quelques troubles sur la partie personnelle parce que du coup, tu perds des amitiés, tu mets en danger tes relations, tu passes moins de temps avec tes enfants. Mais ça a été ma manière, si tu veux, d'essayer de rattraper le temps perdu. Un peu comme. Parce que tu dis, tu as un syndrome de l'imposteur un peu aussi quand tu arrives dans ce type de boîte. Tu dis, bon. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. Et d'ailleurs, tu l'as toujours, en fait. Il te suit toujours. Mais avec le temps, et surtout quand tu arrives, en fait, tu l'as toujours par rapport au prochain poste.
Mais il se dissipe assez rapidement quand tu arrives à un certain niveau et tu regardes et finalement tu dis mais Ça se fait. oui, ça se fait. Je suis au moins aussi intelligent qu'eux, ou en tout cas, je suis aussi débrouillard qu'eux. Donc, on peut y arriver, si tu veux. Donc, je pense que tu le fantasmes sur le poste d'après, mais quand tu atteins ce poste-là, tu découvres que finalement, il n'est pas si nécessaire que ça, ce syndrome d'imposteur. Et je pense que c'est un peu le conseil à pousser aussi, c'est il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Vous pouvez l'avoir, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Mais une fois que tu passes, tu verras qu'il se dissipera. Alors, chez Atos, ce que j'ai fait, très rapidement, France, travailler en France. Après être resté longtemps chez un client, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais de bien chez le client, c'était pas perçu en interne. Tu vois, il y avait un peu une barrière entre être dédié chez un client et travailler sur des sujets internes. Donc quand j'ai terminé cette mission, j'ai forcé à ce qu'on me donne une mission en interne aussi, pour pouvoir avoir de la visibilité en interne. Une fois que la visibilité s'est construite en interne, il m'identifie comme talent, il me pousse dans des programmes, des MBA, des choses comme ça. Donc je continue toujours mon travail d'éducation et d'apprentissage et je continue mes projets. Je passe sur un autre compte, à l'époque c'était Canal+, j'avance, tu vois, de chef de projet, directeur de production, après patron du compte. Et après, au bout de 5 ans à travailler en France, j'ai soif d'international. C'est peut-être les origines qui parlent, mais ça commence à m'embêter de travailler juste sur le marché français. Et je voulais voir un peu tout ce qui se passait ailleurs. Et c'était un moment où j'ai failli partir d'Atos, pour Accenture à l'époque. Mais Atos m'a rattrapé et m'ont mis dans une équipe globale qui commençait à... Atos à l'époque commençait juste à essayer de coordonner les différents pays qu'ils avaient, si tu veux. Et donc je rentre dans cette équipe globale et je commence à faire un peu de tout. Et là, je découvre les cultures, les Hollandais, les Anglais, les Allemands, les Espagnols. C'était encore européen. Et et tout ce travail-là de lecture des cultures et de mettre les gens en contact, ça a été une nouvelle dimension du boulot qui m'a plu. Je veux dire, la dimension humaine sur cette partie-là, je peux apporter quelque chose parce que provenant de cultures assez diverses et d'environnements assez divers, et j'ai dû m'adapter aussi à la culture française, si tu veux, je trouvais que j'avais un peu les clés pour essayer de reconnecter certains ponts entre certaines cultures pour que ça fonctionne. Donc ça m'a plu, j'ai fait plusieurs projets. À un moment de cette période-là, on m'envoie essayer de régler un problème en Espagne avec un gros contrat qui ne fonctionne pas, qui perd beaucoup d'argent. J'y vais, je fais un audit, c'était la première fois, un audit international, je reviens, je le présente, et là on me dit, très bien, va exécuter ton audit, va le faire toi-même. Ok, je vais le faire pendant 3 mois. Donc là, je prends ma femme, les enfants, et je vais en Espagne. On passe de juillet, août, septembre dans une maison dans les montagnes avec piscine. Donc là, j'avais toute la famille, les copains qui passaient, et moi, j'étais le seul à me lever tous les matins à aller travailler. Assez rapidement, le client a dit, moi, je ne veux pas parler en anglais avec toi. Je parle en anglais. Il dit, moi, je veux négocier qu'en espagnol. Donc là, je m'en trouve au pied du mur. Il faut que j'apprenne l'espagnol. Donc, le petit peu d'espagnol que j'avais fait au lycée, c'était pas suffisant. T'as 1 semaine pour apprendre l'espagnol ? Alors, j'ai pris un peu plus de temps, j'ai pris 2 mois et demi quand même. Okay. Mais j'ai forcé les équipes locales à me parler qu'en espagnol. Ça, c'est fini, ils arrêtaient de me parler en anglais. Je commence à prendre des classes d'espagnol le soir aussi. Me forcer pour arriver pour que fin septembre, si tu veux, je puisse négocier avec le client en espagnol. Donc ça a été ça un peu le challenge. Et là, on négocie avec le client. Malheureusement, on arrive à la conclusion de terminer ce contrat. On fait un peu le ménage organisationnel. Et là, Atos, depuis Paris, Corporate, me demande si je ne veux pas rester en Espagne et prendre des opérations en Espagne. Et là, sur des rôles en France où on me disait toujours « t'es trop jeune, t'as le temps, attends ». Là, on me donnait une opportunité en Espagne de pouvoir prendre une PNL. C'est quoi une PNL ? C'est une business unit avec sa facturation, avec ses coûts. C'est quoi une business unit ? Je décortique. Mais tu as raison, c'est un groupe de clients, de contrats que tu gères avec le personnel, avec l'équipe commerciale, avec les équipes de ressources humaines. Donc c'est une petite entreprise dans une entreprise, pour la faire très simple. Donc je me retrouve à la tête de ça en Espagne, et c'est quelque chose qu'on m'aurait pas donné en France, qu'on m'avait pas donné en France. D'ailleurs, j'avais demandé en France un poste similaire et qu'on m'avait refusé. Donc là, on me le propose en Espagne et les Espagnols sont plutôt contents que je le prenne. Donc je décide de déménager la famille. Fin 2009, on déménage. On reste, on fait 2009-2012 en Espagne. Ça a été des années super sympas parce que tu apprends autre chose. Hein. C'est vraiment gérer une entreprise pratiquement, là, avec sa force commerciale, avec sa gestion du cash, sa gestion de la marge.
On fait l'intégration à l'époque, Atos fait l'acquisition de l'informatique de Siemens, on fait une intégration aussi, tu vois, intégrer deux boîtes ensemble aussi, ça a été un nouveau processus. Mais je voyais qu'Atos ne voulait pas trop investir plus que ça dans la région ibérique, et je voyais bien que ma carrière serait limitée à rester là-bas. Pour m'occuper, il me donne aussi les opérations offshore à Casablanca. Mmh. Parce que Donc, tu es d'origine marocaine ou... non, Non. parce qu'on avait un problème. On avait un Ok. problème avec un leader là-bas. Mon patron me dit, me parlait de ce problème. Je lui dis, écoute, entre l'Espagne et le Portugal, je peux m'occuper du Maroc aussi. C'était du Mmh. delivery, c'était pas du projet local. Donc je dis, ok. T'as dit oui direct. Ouais, j'ai dit oui, mais c'est plus pour dépanner. Ok, ok. Parce que, Parce que j'ai je- lu dans un passage dans le livre, on te propose de prendre la tête. Je sais plus si c'est d'Atos ou pas, et au bout de 3 secondes, tu dis oui. Tu sais, tu saisis l'opportunité quand elle est en face de toi. En fait. c'est après. Ok. C'est après. Mais j'arrive, c'est Tech Foundation, justement. Mais sur cette partie de Casa, je l'ai pris, mais j'ai souffert. Mmh. J'ai souffert parce que là, du coup, il y avait un peu d'ego aussi dedans, si tu veux. Et je travaillais avec mes collègues, ça a été dur parce que c'était. Bah, tu sais, à l'époque, surtout, c'était quoi? C'était 2011. La discipline, c'était compliqué. Les gens, ils venaient pas à l'heure. La culture n'était pas encore ce qu'est le Maroc aujourd'hui. C'était Mmh. autre chose comme culture. J'appelais les gens, ils me disaient non, mais attends, excuse-moi, j'ai dû passer chez ma tante. Il fallait que j'installe une parabole avant d'en venir au boulot. Ouais, mais au boulot, j'ai besoin de toi. Là, j'ai dit non, non, mais t'inquiète pas, j'arrive. Bon, c'était un autre rythme. Donc, ça a été un clash culturel. J'ai été formaté un petit peu aux valeurs et à la manière de travailler française. Et quand je me suis confronté à l'environnement de travail marocain, je te jure que ça a été un clash. C'est pas parce que j'étais marocain que ça allait fonctionner Bien mieux. sûr. Donc ça a été assez dur. Mais bon, après, c'est passé. Tout ça pour dire que je cherchais à bouger. Et là, mon patron, qui voyait que de toute façon, je bouillais sur place, me dit, écoute, Nourdine, on a une option pour toi. Siemens, qui était un gros compte, il va falloir le gérer. Est-ce que ça te dit, avec ta famille, de te déplacer à Munich? Et le compte, il faut le gérer depuis l'Allemagne, depuis Munich. Je fais, ah, putain, l'allemand, ça va être dur. Bon, ok. je me jette sur l'opportunité, comme tu dis. Je dis ok. Donc, je me mets à l'allemand de janvier à avril, catastrophique, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, tu vois, le côté polyglotte, là, il n'est pas vraiment sorti. Et au mois d'avril, il m'appelle, et on a commencé à préparer le déménagement. Au mois de juin, on allait déménager avec la famille, de Madrid à Munich, la famille tirait un peu la tronche, hein, parce qu'eux aussi, il fallait qu'ils se mettent à l'allemand, donc ça devenait dur. Et au mois d'avril, il m'appelle, il me dit, on change de plan, on a une grosse galère, on va signer un des plus gros contrats d'externalisation, d'outsourcing aux États-Unis. Est-ce que ça te dit, avec ta famille, de changer de plan de Munich à New York? Et là, ni une ni deux, je lui dis oui. Il me dit non, mais tu veux pas en parler avec ta femme d'abord? Non, non, mais je te dis oui. Mais si tu veux, je te rappelle. Je raccroche, je rappelle, je dis oui. Et c'est comme ça qu'on a changé totalement. Et donc, en octobre 2012, la famille déménage à New York. Et on va vivre 5 ans, et précisément à Princeton, dans le New Jersey. Moi, je faisais le commute entre Princeton et New York. Et on avait un gros client là-bas. Et donc là-bas, ça se passe très, très bien. Je prends la tête du programme, je mets en place un nouveau contrat sur une vingtaine de pays, plus de 3000 personnes à déployer partout. Et puis voilà. Et de là, de fil en aiguille, Nourdine, tu fais bien le boulot, on me donne les opérations américaines, après on me donne toute la gestion de la PNL, de l'infogérance américaine, l'externalisation américaine. Et en 2017, on me demande de revenir. Donc là, ça a été un choc, parce que nous, ça faisait 5 ans qu'on était... En France ou en Espagne? On me demande de revenir en France. Ça Ok. faisait 5 ans qu'on était aux États-Unis. On s'était habitué à la culture américaine, qui est très business, qui est très pushée. Ce qui est génial aux États-Unis, c'est que, tu vois, ce contrat-là qui faisait 700 millions de dollars, on l'a signé de bout en bout, entre le premier contact avec le client jusqu'à la signature du client, on l'a signé en 12 mois. Un client comme ça, en Europe, Bien sûr. un contrat comme ça, tu l'aurais signé en 3 ans et encore. Et parfois, c'est des petits contrats. Pour les États-Unis, c'est des gros contrats pour ici, ouais. pour les volumes. Non, non, non. Et surtout, ce que j'ai apprécié de la culture américaine, dans ces années-là, ils ont une partie émotionnelle beaucoup plus importante dans la prise de décision que ce qu'on a en Europe. Ou en tout cas, ce qu'on accepte de se dire qu'on a en Europe. Tu vois, les Américains, même s'ils n'ont pas toutes les données, s'ils ont 70% des données, ils vont dire « Allez, go, j'y vais parce que je crois en toi, on fait confiance, on y va ». En Europe, en Allemagne, en France, je pense qu'il faudrait qu'ils aient 90%, 95% des données avant de faire le saut, si tu veux. Et ça change un peu dans la vitesse d'exécution de plein de choses. Mais c'est aussi ce qui fait aussi le charme de la culture américaine sur cet aspect-là.
derrière, ils essayent beaucoup plus de choses plus rapidement que nous. Et les 2 tiers sont des échecs, mais c'est pas grave, ils en essayent plus. Et ça, je pense que proportionnellement, ça leur donne plus de statistiques. Bon, en 2017, je reviens. J'ai un petit bras de fer parce que je voulais pas revenir à Paris. Honnêtement, je voulais pas revenir à Paris. On avait vraiment aimé Madrid et finalement, on revient à Madrid. Donc en 2017, je reviens à Madrid en Espagne, je me mets là. Je gère, il y a quelques changements à la tête d'Atos. Je prends la gestion des programmes de productivité, donc d'amélioration de la marge pour tout le groupe. Derrière, on me donne l'opportunité de prendre une nouvelle unité, une nouvelle business unit globale pour gérer tout ce qui est développement applicatif pour des clients en Europe. Après, je prends tout ce qui est marché émergent dans une nouvelle organisation d'Atos. C'était à l'époque du Covid. Je prends les marchés émergents. Alors, c'était l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc ça, c'était tout un univers que je n'avais pas découvert avant. Je connaissais l'Europe, je connaissais les États-Unis, mais je ne connaissais pas cet univers-là. Je le fais assez bien. Là, Atos commence à avoir vraiment quelques soucis. Il y a des changements à la tête d'Atos très récurrents. Il y en a un qui arrive qui s'appelle Rodolphe Belmer, le patron de TF1 actuellement, qui arrive, qui prend la tête d'Atos pour 6 mois. Et pendant cette période-là, il décide en tout cas de réorganiser le groupe de manière différente. Et on sépare un peu les activités d'infogérance, d'externalisation, des activités un peu digitales, cloud, cybersécurité, qui étaient un peu les activités sexy. Sauf que moi, j'ai fait 20 ans des 23 ans de ma carrière dans cette activité d'externalisation moins sexy, si tu veux. Et tout le monde disait, oh là là, c'est en chute, ça marche pas et tout. Mais c'est là où j'avais tous mes contacts, c'est là où j'avais tous mes amis, c'est là où je connaissais le plus de clients. Et c'est justement là, ce passage dans le livre, quand on me dit, bon, Nourdine, on fait ces 2 choses-là, mais bon, t'es quand même mieux vu sur l'ancienne partie. Même si c'était le vilain petit canard de la photo, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit non, j'y vais là-bas parce que je sais comment on peut le régler, je sais comment on peut y aller. T'as tout traversé en fait, t'as tout. Et je connais beaucoup de personnes qui croient encore en ce business et qui pensent encore qu'on peut le faire décoller. Et donc voilà, c'est là où je suis passé. Rodolphe part. Le président du conseil d'Atos décide de nous organiser un peu différemment, de mettre en place une sorte de triumvirat, une personne pour gérer le digital, une personne pour gérer l'infogérance et une autre personne pour gérer les fonctions support. Et à ce moment-là, on crée cette nouvelle structure et on me nomme DG du groupe Atos, avec pour mission de séparer le groupe en 2 entités. Donc c'est énorme, t'imagines, c'est un groupe à l'époque de 120 000 personnes, on facturait 12 milliards, sur 70 pays, et il fallait procéder à la séparation de ça. C'était le mandat que nous donnait le conseil. Et c'est là où, je ne vais pas mentionner dans le livre, mais j'avais beaucoup de potes qui me disaient, mais ça y est, t'es CEO, donc t'es Dieu quoi, dans une entreprise. Et je leur dis, non, vous vous trompez. Celui qui est au-dessus des CEO, c'est encore pire. C'est le président du conseil. Lui, il a tous les pouvoirs. Toi, tu dois exécuter la stratégie qu'a voté le conseil. Alors, bien entendu, en tant que dirigeant, tu fais des propositions et elles sont approuvées ou pas en conseil d'administration, mais toi, tu te retrouves en mode exécution. Donc c'était vraiment... Ça a été aussi une grosse révélation dans mon ascension, si tu veux. C'était de voir que finalement, à chaque fois que tu montais, il y avait toujours quelqu'un au-dessus qui devait te dicter. De toute façon, au final, tu termineras, c'est les marchés qui vont dicter ton comportement ou le prix de l'action. Mais c'était impressionnant. C'est comme ça que je suis arrivé à la tête du groupe. Voilà. Et comment tu vis ça, arriver à la tête? Est-ce que déjà, tu te dis, bon, là, je touche les étoiles? Déjà, personnellement, tu te dis, c'est bon, là, je touche les étoiles, je suis au-dessus, je suis très haut, c'est l'accomplissement total ou tu le vis, toi, différemment? Moi, je le vis différemment, et enfin, je l'ai vécu et je le vis encore différemment, parce que je pense que t'es pas... ma référence, c'est pas ce monde-là. Ma référence, elle est ailleurs. Je pense qu'on est dans ce monde-là et on fait ce qu'on peut, on exécute ce qu'on peut, et c'est un job, c'est un titre, mais au final, dans la rue, c'est toi, c'est moi, on est des humains de chair et de sang. Alors c'est vrai que ça peut passer pour de l'humilité, un peu fausse humilité, mais vraiment, au fin fond de moi, c'est un job. Tu le fais au mieux, tu t'investis, tu passes des heures, mais c'est un job, ça peut pas être plus. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à se confondre. On devient son job ou son job devient toi. T'es pas... Nourdine, c'est pas CEO. C'est Nourdine. Un des attributs, c'est qu'il fait CEO ici, mais il a des enfants, il court, il fait d'autres choses. Pareil pour toi, Youssef. On peut pas te résumer à ton job. Et je pense que ça m'a permis de garder la distance, garder une certaine distance. Alors pas à tous les moments, je l'avoue, garder une certaine distance. En termes de
de fierté personnelle. Écoute, je crois que je l'ai eu uniquement. Je crois que j'ai eu sur 2 moments. Bon, ma mère a toujours été très fière très longtemps. Depuis tout. Bon, ma mère était toujours très fière. Mais que ton père brise son armure, son scaphandre et le reconnaisse, ça a été fort. Et je crois que ça s'est passé une seule fois et c'est touchant. Je crois que dans cette tempête, péripétie d'Athos, j'ai dû passer sur BFM quelques fois, tu vois. Et une fois, je suis passé sur BFM et il a été très très fier de me voir à la télé, passer, expliquer ce qu'on faisait et tout. Et ton père que tu as vu une fois dans ta vie pleurer, peut-être pour la mort de sa mère, a pleuré aussi cette fois-là, tu vois. Et ça a été vachement, bon, ça a été vachement touchant. Et là, j'étais fier. J'étais fier du chemin pour ce passage-là, mais tu vois, mais pas pour moi. Voilà, j'ai pas de fierté. Je suis content hein, d'arriver là où je suis, mais pas plus que ça. Ok. Là, ça me fait penser à un passage. T'as un jour mon père qui me dit, c'est bien mon petit gars. Et là, je le regarde. Les larmes commencent à venir, je vais dans la chambre. Je ferme la porte, je commence à pleurer. C'était le truc le plus gentil il m'avait jamais dit merci de sa vie. Il m'avait jamais dit bonjour. Tu sais, là, il avait jamais été tendre, gentil. Tu vois, c'est un peu à l'ancienne, très dur, pas du tout expressif, plus cool avec ses potes qu'à l'intérieur. Le jour, il m'a dit c'est bien mon petit gars. C'était un truc de fou. Tu sais, c'était. Des fois, t'en parles, tu dis c'est lunaire, mais c'était vraiment. Ça me fait penser à ce moment-là. L'accomplissement. Ouais, c'est énorme. Et en plus, moi, je venais d'essayer de sortir un peu de mon environnement, d'essayer d'avoir des super jobs et tout. Et c'est bien mon petit gars, il fait la div. Et il te l'a dit pourquoi ? Il me l'a dit parce que j'ai passé une phase très difficile. Moi, j'ai redoublé 3 fois sur mon parcours, parce que j'étais soit le premier de la classe, soit le dernier. Ça, c'était simple. Mon père, il a investi dans Adibou quand j'étais petit. Ouais. C'est-à-dire, il savait pas comment m'aider à l'école. Ma mère savait pas comment aider à l'école. Mais il m'a acheté un PC. J'étais le seul du quartier à avoir un ordinateur et Adibou. Et donc, je passais tout le temps mes soirées à jouer à Adibou. Ce qui fait que sur Adibou, tu as du français, tu as des maths, tu as de la physique, tu as tout plein de matières, en fait. Et donc, j'étais très rapidement très fort à l'école. Bon, sauf le français au début. Donc, après, le français, ça se rattrape avec le temps. Et du coup, soit le premier de la classe, soit le dernier de la classe. Et quand je redoublais, j'étais le dernier. Quand je redoublais pas, j'étais le premier. C'est-à-dire que j'étais très bon ou très nul. Parce que j'avais perdu du sens. Je savais pas pourquoi j'allais à l'école, je comprenais pas, j'étais mal entouré, j'avais personne autour de moi. Et malgré tout, j'ai persévéré. Je me rappelle le jour de mon mariage. Tu sais, nous, la veille, il y a toujours un imam que tu vas voir. Voilà, le halal, t'es marié à la mairie, t'es marié avec un imam, le mariage religieux. Et t'as l'imam que voilà, je connaissais très bien, il se moque un peu de moi, tu sais, mais gentiment devant tout le monde. Ouais, Youssef, ça a toujours été voilà, l'élément difficile, l'élément perturbateur. Et t'as mon père qui se lève. Mon père qui parle pas. Hein. De base, il est introverti dans son coin, il parle à personne, lui, il parle qu'à ses potes. Il se lève et dit ouais, mais moi, mon fils, il s'est fait tout seul. Après, il sera 115 ans. Et c'était ça, en fait. Il me l'avait dit parce qu'il avait vu que j'avais souffert, que j'étais un peu perdu et que j'ai pas lâché malgré tout. Et que finalement, j'ai réussi, moi, à rentrer dans la tech. Des boîtes comme Oracle, dans la cybersécurité et autres. Et c'était juste ça, c'est sa fierté. Le fait de dire, ok, il n'a pas lâché, il a réussi à se débrouiller en étant un peu tout seul, même si on n'est jamais tout seul, parce que c'est le titre de mon livre aussi. Et ouais, du coup, c'est ce qui touche le plus, la fierté des parents. C'est ça que moi, j'en parle souvent. Sur LinkedIn, ailleurs, dans mes réseaux sociaux, je parle souvent de mes parents, parce qu'ils n'ont pas été très valorisés dans leur parcours. Parce que quand tu fais le ménage toute ta vie, t'es pas vu comme quelqu'un d'extraordinaire, t'es vu comme un employé qui a fait le ménage toute sa vie, voire plus bas en fait pour beaucoup de personnes, alors que la réalité, comme tu disais tout à l'heure, tenir un job pendant plus de 40-45 ans dans la même entreprise comme l'a fait ton père, voilà, c'est une certaine force de caractère. Et je sais pas s'ils ont fait des burn-out ou pas, parce que ce mot-là on le connaissait pas avant, mais ils en ont certainement peut-être fait et ils l'ont gardé pour eux, ils ont tenu à la fin, et c'est ça qui est très fort. Du coup, tu arrives à la tête d'Atos, tu as des grands défis, je suppose. Si tu dis séparer deux grandes entités, t'es vu comment, déjà en interne Nordine, Biman, tu disais tout à l'heure le Rebeu. Enfin, il n'y en a pas beaucoup des dirigeants d'origine, on va dire, maghrébine à la tête de grands groupes français ou autres. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que politiquement, il y a toujours peut-être des difficultés, des freins, des bâtons dans les roues, des sujets difficiles à aborder, mais comment ça se passe? Ou bien les côtés positifs aussi, peut-être. Non, bon, c'est une réalité. C'est une réalité.
Tu sais ce que je te disais, on ne brise pas un plafond de verre, on le contourne. J'ai cru très longtemps et j'y crois encore. Je, je- quand j'ai accepté le poste en Espagne, là, pour la première fois, pour moi, c'était, vu qu'en France, on me disait que j'étais trop jeune, trop ambitieux, trop pressé, et peut-être trop rebeu, mais je ne le voyais pas, tu vois, je ne sais pas. Quand je suis parti en Espagne, une des fiertés, tiens, tu parlais de moment de fierté, une des fiertés en Espagne, on m'appelait le français. J'étais plus le rebeu, j'étais le français, si tu veux. Et donc ça, c'était cool. C'est super, on me perçoit comme un français. Donc j'étais le français de corporel, le français de global, mais j'étais le français. Donc ça m'a réconcilié, si tu veux, avec la France et avec mes origines. Donc changement d'étiquette. Mais j'étais encore trop jeune. Non, je sentais que, bon, Nordine, il pousse, mais bon, il a que 30 ans, quoi. Il faut se calmer, tu vois, ou 30, 35 ans. Euh, et après, là, vraiment, où ça a changé, c'est quand je suis parti aux États-Unis. Là, on s'en fiche de qui tu es pratiquement. On s'en fout de ta couleur, de ta religion, de ton sexe, de ta taille. Vraiment, en fait, parce qu'on entend souvent ça, mais tu... Écoute, franchement, si tu veux, vu qu'aux États-Unis, tu ne délivres pas, t'es viré assez rapidement, il n'y a pas beaucoup de risques. C'est le résultat qui compte. Il n'y a pas beaucoup de risques, c'est le résultat qui compte au final. Et c'est pour ça que tu vois. Et après, aux États-Unis, l'autre chose que j'ai vue, déjà à l'époque, en 2010-2012, j'ai vu qu'ils avaient été capables, ou leur culture avait permis l'intégration de plusieurs minorités. Alors, les minorités qui travaillaient dans la tech, c'était les Indiens, c'était les Asiatiques. Et je voyais beaucoup de patrons chez les clients qui étaient des patrons indiens, qui étaient des patrons Google, asiatiques. Microsoft, Toi, tu le vois aujourd'hui, mais vrai, imagine, en 2010, c'était déjà le c'est cas. ça, ok. Donc, si tu veux, ils ont réussi à intégrer une minorité avec ses spécificités. Alors, c'est vrai que l'immigration indienne aux États-Unis, elle est plutôt choisie, c'est plutôt des gens, des ingénieurs, hein, c'est une culture d'ingénieurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un bagage éducationnel qui leur permettait cet accès, mais si tu veux, je voyais que c'était possible. Enfin, tu peux être une minorité, si tu as le bon bagage et tu délivres, tu peux arriver à bon port. Donc tout ça, ça fait que je suis parti de l'écosystème, si tu veux, purement français ou purement parisien, depuis longtemps. Tu vois, depuis longtemps. Et quand on me demande de revenir, et notamment pour prendre ces business units un peu plus haut, tu reviens plus avec la même casquette. Tu reviens plus avec les mêmes étiquettes. Tu reviens avec c'est un Français, alors c'est vrai d'origine marocaine, mais c'est un Français qui a eu une carrière internationale. Et j'ai pas senti ces horizons. Et c'est pour ça que je suis très très reconnaissant à Atos et à la culture d'Atos, et que c'est vraiment une boîte que j'ai portée dans mon cœur et que je continue de porter dans mon cœur longtemps. Parce que c'est une boîte qui a permis cette ascension. Tu vois, et qui a permis cette ascension, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas été une boîte qui était sclérosée juste sur un sujet. Alors après, il y a eu d'autres sujets, mais si tu veux, ça a permis une ascension par ton réseau. Il faut connaître les bonnes personnes pour avancer, même dans une boîte, par tes compétences, et ensuite par l'opportunité. Parce que tout ça, mine de rien, ça reste quand même... Tu peux tout faire bien si le timing n'est pas le bon. Ben voilà, le timing n'est pas le bon, c'est tout. Mais tu peux tout faire bien. Mais si le timing n'est pas le bon, c'est pas parce que tu es arabe, c'est pas parce que tu es je sais pas quoi. C'est juste que l'opportunité n'était pas la bonne et au bon moment, tu vois. Et donc, il faut pas en faire un drame, il faut passer à autre chose et trouver le bon timing pour passer à la prochaine étape dans un autre contexte. Donc après ce projet-là de séparation, c'était plus compliqué. Ça devenait très compliqué parce que... C'est un projet d'État déjà. C'était un projet. C'était un projet que l'entreprise a voté, mais si tu veux, les lignes n'étaient pas claires de séparation, ce qui a créé, si tu veux, une perception extérieure un peu ambiguë sur ce qui était souverain, ce qui n'était pas souverain, et à partir de là, c'est devenu un peu plus politique sur ces sujets-là, alors que dans le fond, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de risque sur la souveraineté de certaines activités comme ce qu'on a pu entendre dans les médias. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et si tu veux, ce qui est le plus compliqué, c'est quand tu manques de cap ferme. Et je pense qu'à un moment, on est tombé sur une gouvernance qui n'était pas si ferme sur ses orientations. Et ça a généré, si tu veux, un espace où tout le monde s'est engouffré et puis chacun tirait d'un côté. Et au final, avec chacun tirant d'un côté, on est allé nulle part et le projet n'a pas pu se faire, tu vois. Et voilà. Alors ça a été dur. Ce que je n'ai peut-être le côté, juste pour mettre le doigt dessus, où j'ai moins apprécié pendant cette période-là, c'est peut-être j'ai découvert une sorte de microcosme parisien, tu vois, dans lequel je ne me reconnaissais pas, je ne me reflétais pas, et je le trouvais très fermé, très sclérosé, très âgé,
et qui ne permettait pas de son nouveau, qui ne permettait pas de nouvelle approche. Et si tu veux, dans tout ce contexte-là, au final, les dés étaient joués d'avance. Bon, naturellement, quand le projet a changé, quand le projet est devenu autre chose, moi, je m'étais battu pendant 18 mois avec mes équipes à présenter une histoire à nos clients, à nos employés, et puis à y croire à cette histoire-là. Et tout d'un coup, maintenant, on nous demande de raconter une autre histoire. Là, j'ai dit, c'est la fin du chapitre. Je ne sais pas faire ça. Je voulais rester entier et c'est là où je suis parti d'Atos. Ok, et on s'était rencontrés en 2023, ouais. Je crois, peut-être 2023. Ça commençait à être la fin, c'est ça? Ouais, ça commençait à la fin d'être Atos. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Parce que quitter une entreprise dans laquelle tu as passé plus de 20 ans avec toutes ces expériences, toutes ces montées, ces ascenseurs émotionnels, je pense qu'il y en a dû en avoir beaucoup, on reste des êtres humains à la fin, bien sûr. Même si on est des machines parfois à exécution. Il se passe quoi? Comment tu décides de la prochaine étape et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape avait déjà commencé à l'époque d'Atos. Parce qu'on, bien entendu, on m'avait approché, des boîtes américaines, des boîtes européennes, pour les rejoindre, parce que les gens de l'extérieur sentaient que ça battait de l'aile. Mais moi, tant que j'étais pas arrivé au point final, je voulais pas partir. Ça aurait pas été ça aurait pas été cool ni pour tous les gens qui avaient cru en l'histoire avec moi, ni pour moi-même, ni pour mon intégrité. Donc je voulais vraiment arriver au point final de l'histoire avant de décider de partir. Après avoir vécu ce que j'ai vécu chez Atos, je voulais plus naviguer dans un environnement d'une boîte qui cotise à la bourse. Parce que je trouvais que la gouvernance de ces boîtes-là, et puis ce que le marché les pousse à faire dans certaines mesures, devient contre-productif sur le projet industriel à moyen terme ou à long terme d'une société. Quand une boîte ne va pas très bien, je pense que ce n'est pas le meilleur contexte de la laisser en bourse. Il faut la sortir de la bourse, sortir de la cote, et ensuite travailler et faire ta transformation. Une fois que le business model de la boîte fonctionne, eh bien, tu peux revenir en bourse. Mais je pense que essayer de régler une boîte alors que tu es exposé à la bourse t'amènera à prendre des mauvaises décisions. Donc je voulais avoir une expérience en dehors de la bourse, voir un peu quelle était la gouvernance d'une boîte en bourse. Je voulais aussi aller dans une industrie adjacente à l'informatique pure et dure, pour utiliser la technologie, vu que c'était mon background, utiliser la technologie comme un moyen de transformer des sociétés et pas juste un coût, tu vois. Donc faire cette partie-là. Et donc j'avais quelques sociétés. Je pense que la dernière case qui a fait que j'ai choisi Connecta et on y va, ça a été le fait que Connecta soit basé à Madrid. Le headquarter est à Madrid, le siège est à Madrid, alors que les autres boîtes, les sièges étaient soit à New York, soit à Londres. Bon voilà. Et c'était ça. Il fallait redéménager la famille. Et puis quand tes gamins commencent à devenir adolescents, la priorité, ça devient de plus en plus les amis, moins la famille. Et là, ils n'étaient pas prêts à sacrifier une nouvelle fois leurs amitiés parce que papa change de boulot ou change de position. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre Connecta. Donc, je suis sorti d'Atos, je crois, le 31 mars. 2024 et j'ai démarré Connecta le 15 avril 2024. Super. Et c'est quoi Connecta? En quelques chiffres, un peu sur l'histoire, pour que les personnes puissent comprendre, parce que c'est pas toujours des entreprises. Dans la tech, on n'a pas toujours des entreprises qui sont connues du grand public. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire Connecta, en quelques mots, aujourd'hui, c'est une société qui facture à peu près 2 milliards d'euros. On est sur 26 pays, un peu plus de 100 000 personnes. Voilà. Et le business de Connecta, ce qu'on appelait le Customer Experience ou le Client Experience, c'était essentiellement un business initialement de call center. Ça a démarré comme ça. Ça a été un spin-off, enfin, ça a été un carve-out, une séparation d'une activité du groupe Santander, la grosse banque espagnole, la grande banque espagnole, qui a fait cette séparation-là. Et après cette plateforme-là de call center, ils ont commencé à la vendre à d'autres clients. Et ils ont grossi. Ça a démarré en 2000 et ils ont grossi depuis. Beaucoup avec des acquisitions. Tu sais, c'est un marché qui a évolué avec beaucoup d'acquisitions. Le player similaire qu'on a en France, et qui est d'ailleurs le numéro 1 du marché, c'est Téléperformance, pour comparer à l'époque. D'accord ? Donc ça a démarré comme ça. Et quand je suis arrivé, dis-toi que c'était juste un an après l'effet ChatGPT. Et tout le monde à l'époque commençait à dire « Oh là là, l'intelligence artificielle est arrivée, les premiers métiers qui vont disparaître, mais dans 12 mois, hein, ça va être les call centers et ça va être les développeurs de logiciels. »
Et si tu veux, cette histoire-là, ce type-là d'histoire que les marchés véhiculent, moi je l'avais déjà vécu à l'époque d'Atos, c'est quand le cloud public est arrivé, les Google, les Amazon, les Microsoft, pareil, ils disaient, oh là, l'informatique, l'infogérance, externalisation, c'est fini, tout le monde va migrer ses serveurs sur le cloud public et il n'y aura plus de gestion de ça. Et, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026, je crois qu'il y a un peu plus de 25% des serveurs mondiaux qui tournent dans un cloud public. Le reste tourne dans des data centers privés. C'est quoi le cloud public? C'est quoi les data centers? Ouais, décortiquer quelques mots. Bah, le cloud, c'est un data center, pour la faire très simple. Un data center, c'est une salle où dedans, tu as des serveurs avec du stockage, donc avec de la mémoire, avec des disques durs, avec du réseau, et ça tourne. Voilà, c'est des grosses salles où tu as ces serveurs-là, qui consomment d'ailleurs beaucoup d'énergie. Tous les problèmes de discussion d'énergie. Pourquoi ça consomme de l'énergie? Parce que ces serveurs-là, à chaque fois que ça tourne, ça chauffe, et il faut refroidir. Et donc, refroidir ces salles-là, ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, ça s'appelle un data center. Et tu as des data centers privés. Par exemple, moi, je suis le service public français. J'ai les données de... Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui va gérer une controverse, mais j'ai des données médicales de mes patients, de mes patients français. Ben, ce n'est pas des données que je veux mettre dans un data center américain. Je veux les protéger en France pour que personne ne les utilise, je sais pas moi, pour générer des factures d'assurance plus élevées à Youssef, parce que Youssef a 3 fois plus de chances de tomber malade que Nourdine, par exemple. Tu vois, donc pour éviter. Donc tu as des data centers privés et tu as des data centers publics. Les data centers publics, eh ben, c'est ni plus ni moins que les Google, les Amazon, Amazon Workplace Services et les Microsoft qui proposent sur leur plateforme ces serveurs-là avec des options en plus, des applications en plus. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, quand ça s'est sorti en 2008-2009, là que ça commençait à prendre vraiment de l'élan, tout le monde a dit « Oh là là, ça y est, il n'y a plus besoin d'Atos, il n'y a plus besoin des IBM, il n'y a plus besoin de tous ces gens-là. Tout le monde va mettre ses serveurs et ses données dans ces data centers-là. Et ces data centers-là, ils se autogèrent tout seuls. Vous n'avez rien à faire. » Et la preuve, c'est pas passé. Donc, quand je suis arrivé chez Connecta, j'ai commencé à entendre à peu près le même discours. C'est, oh là là, vous inquiétez pas, on va mettre des chatbots super intelligents qui parlent tous les langages du monde et tu n'auras plus besoin de mettre aucun agent humain en face d'un humain. Et pour moi, c'était le gros mensonge de cette histoire-là. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Connecta et j'ai commencé à construire une nouvelle histoire. Super. Et ça, c'est ce que tu racontes dans le livre. Je crois dans le prologue au démarrage, tu dis que ta fille vient te voir et te dit est-ce que l'IA va remplacer ton métier? C'est ça, un truc du genre? C'est ça. Bah, écoute, je venais de rejoindre Connecta, c'était un soir, et elle aussi, elle commence à entendre. Tu vois, sur les réseaux, bon, aujourd'hui, c'est partout, mais à l'époque, quand elle commençait à entendre ça. Et elle me dit, mais papa, tout le monde dit... Elle savait que je travaillais dans les call centers. Elle me dit, papa, je vois partout que les call centers vont disparaître. Donc, est-ce que ton boulot va disparaître? Et donc, il a fallu que je commence à élaborer une réponse pour lui expliquer le pourquoi. Et à chaque fois que j'élaborais, je me rendais compte que c'était pas si évident que ça de démonter l'histoire qu'on nous impose et d'essayer de l'expliquer petit à petit et pourquoi on va pas disparaître et pourquoi on va juste se transformer, évoluer, mais on ne va pas disparaître. Ce métier-là, il va continuer. Il va continuer encore parce que c'est une industrie qui existe, le B2C, servir les clients de nos clients, que ce soit pour les aider à répondre à des problèmes, que ce soit pour leur vendre des choses, que ce soit pour collecter du cash, tous ces services-là vont continuer encore à exister et certaines de ces situations pourront être automatisées, mais d'autres, je ne sais pas, moi j'appelle mon assurance parce que ma mère vient de décéder, je ne sais pas comment gérer. Je sais pas comment gérer l'enterrement, toi, tout le process. Je peux t'assurer que j'ai pas envie de parler à un bot. J'ai envie de parler à quelqu'un qui va comprendre mon émotion, qui va pouvoir me diriger, qui va comprendre mes doutes. Et j'ai certainement pas envie de parler à un bot à ce moment-là. J'ai besoin de quelqu'un qui soit présent et qui me guide sur la meilleure manière de gérer une situation. La même chose, demain tu as un accident, il faut que tu appelles ton assurance, tu n'as pas envie de parler à un bot. Bon, je prends des cas extrêmes, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la valeur de l'humain, surtout sur de l'empathie, et demain sur de la créativité et sur d'autres choses, va être primordiale encore dans beaucoup de processus pour de nombreuses années. Super, on va beaucoup se challenger sur ça. Parce que moi, je passe beaucoup de temps sur l'IA et j'ai plein de questions à poser, notamment sur ces thématiques. Et tu racontes aussi beaucoup d'anecdotes de personnes avec qui tu travailles,
une responsable du service client qui voit son job, elle te raconte qu'on vient beaucoup moins la solliciter maintenant lorsqu'on a des problèmes. Les personnes vont aller se débrouiller tout seuls, vont demander à ChatGPT ou à Copilot, ou enfin, peu importe. Il y en a qui ont peur. Dans le livre, tu racontes aussi ceux qui le voient comme une opportunité, qui disent ah bah c'est fantastique, maintenant je gagne du temps, je suis beaucoup plus productif. Euh, Tu vis réellement ça en entreprise? Les gens sont inquiets, ont peur pour leur job, ont peur pour leur futur. Et comment tu les accompagnes aussi derrière? En tout cas, c'est une réalité, dite ou non dite, elle est là la réalité. Tout le monde a des doutes. Tout le monde a des doutes. Mais je dirais même au plus haut, hein, tout le monde a des doutes. Après, peut-être la question ou en tout cas le point qui rassure, c'est le timing. À quelle vitesse tout ça, ça va se faire. Donc, un qui se dit, oh, j'ai le temps, je serai peut-être à la retraite d'ici là, ou j'aurais trouvé autre chose. Mais le doute existe. Oui, 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 je le vois. Je le vois chez nos employés, parce qu'on commence à déployer tous ces outils-là, nous aussi. Ils voient que c'est génial, ça commence à. C'est tout un pan de tâches qui ne se fait plus. Tu vois, si on prend les équipes de développement, aujourd'hui, avec des outils comme Cloud Code, tu automatises plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu vérifies, Mm. mais tu automatises plein de développements et choses que tu ne faisais pas avant. Le sujet un peu contre-intuitif, c'est que tu penses que tu gagnes du temps, mais j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un de mes employés. Tu penses que tu gagnes du temps, mais en fait, le temps que tu gagnes, tu le remplaces avec d'autres tâches Mm. que tu n'aurais pas fait normalement. Mm. Mais donc, du coup, tu fais plus de tâches. Et il me dit, tu sais ce que je perçois maintenant après voir ça? J'ai plus de charge mentale. Parce Mm. qu'avant, j'avais un gros projet sur lequel j'étais. Mais maintenant, j'ai 3 ou 4 ou 5 gros projets simultanés qui tournent. Et je me retrouve avec je me mets plus de pression à moi-même à essayer de gérer tout ça. Donc, il va falloir voir un peu comment tout ça se dénoue dans le temps. Mais je ne suis pas sûr que la productivité qu'on gagne, elle va être 100% utilisée pour augmenter la productivité, si tu veux. Il va peut-être falloir trouver le bon équilibre. Mais ces questions-là, notamment des agents, elles existent. Aujourd'hui, les agents sont plus, en tout cas les agents, nos chargés de clientèle, quand on le déploie, ils sont plutôt contents parce qu'on vient régler des problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Par exemple, tu vois, ils ont 5 écrans ouverts en même temps pour essayer de répondre au téléphone, ou alors quand on leur pose une question, souvent, tu as eu cet appel-là, cet effet-là, on te met en attente. Attendez, je vais trouver la réponse. Pendant 20 secondes, tu as une belle musique et tu reviens et le mec dit ah, vous êtes là, monsieur Youssef? Bon, voici votre réponse, tu vois. Mais là, maintenant, quand ils ont des agents qui les aident ou qui leur donnent, bah, directement, ils lui donnent, en écoutant la discussion avec toi, ils lui donnent la réponse. Donc, du coup, on n'a pas besoin de te mettre en attente. Donc, pour toi, c'est mieux, c'est plus rapide. Pour eux, c'est mieux. Quand ils ont des process compliqués, il faut qu'ils aillent chercher dans la base de données comment le faire. Et bah, là, ils ont le process fait. Et l'apport, en tout cas, la plus grosse différence qu'on voit, c'est pas sur les agents qui sont qui sont déjà super forts, avec une bonne expérience, c'est plutôt sur toute la catégorie d'en dessous. Tu vois, les jeunes qui démarrent, ou tu démarres juste un contrat, un client, un nouveau compte, bah, tu connais pas encore tout, tu vois, tu as besoin d'expérience. Et là, le fait d'avoir un agent qui t'aide, bah, ça te rend performant beaucoup plus vite que si tu avais dû l'apprendre toi-même. Ok. Et toi, ton message, c'est rester humain. Ouais. Ok. Et comment tu fais pour rester humain dans cet Non, environnement? bah, le reste humain, il résonne sur plusieurs dimensions de la discussion. Je pense que il faut dans l'histoire de l'humanité, on a toujours été pris par la vitesse de ces changements technologiques et souvent on les a adoptés, déployés plus rapidement qu'on a compris les impacts. Les réseaux sociaux. J'ai pas besoin d'aller très loin, mais je pense qu'avec le temps, avec le recul maintenant, peut-être qu'on déploierait les réseaux sociaux de manière différente, surtout vis-à-vis de la plus tendre jeunesse, tu vois. Peut-être c'est des gens qui ne sont, en tout cas, mes enfants, ils sont pas encore aptes à comprendre qu'on manipule leur attention pour en obtenir plus dans un but marketing futur, si tu veux. Nos enfants de 0, j'allais dire même jusqu'à 14 ans, 15 ans, je pense qu'ils ne sont pas équipés à résister à la pertinence des algorithmes pour capter ton attention, si tu veux. Et donc ça, c'est malsain, tu vois. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on ferait différemment. Je sais pas, regarde, les Amazon du monde, là, on a déployé des super plateformes pour commander en ligne, et regarde maintenant ce qu'on a fait, c'est de la surconsommation. Un produit, un carton, un camion qui le ramène partout. Il y a des choses, si tu veux, qui ont été positives dans l'avancée technologique, mais on ne les a pas implémentées de la meilleure manière.
pour nous aider, nous protéger et puis protéger le futur de nos enfants, tu vois. Et c'est là-dessus où, par exemple, dans le déploiement de l'IA, il va falloir prendre position sur ces algorithmes, tu vois. Est-ce que c'est des algorithmes, toi, demain, tu vas avoir un super... tu parlais d'Adibou, mais maintenant, Adibou, on peut le mettre en IA très rapidement. Mais ton Adibou IA aujourd'hui, si tu le mets en face de ton enfant, tu as peut-être envie de checker que les valeurs qu'il va transmettre à ton enfant sont à peu près cohérentes avec les tiennes. Parce que s'il lui transmet des valeurs totalement différentes aux tiennes, tu as juste délégué l'éducation de tes enfants à quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne contrôles pas. Donc comment on va commencer à certifier ces IA qui ont les bons modèles, qui ont les bons paramètres pour définir ce que toi tu veux et pas juste ce que Anthropic ou OpenAI décide pour toi. Tu vois. Donc là-dessus, c'est là où je dis il faut rester humain, il va falloir reprendre un peu le contrôle de ce narratif-là. Ensuite, une autre dimension, c'est aussi... aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit pertinent de déployer l'IA partout. Mais là, on est dans une vague où tout le monde veut déployer l'IA partout. Non, je pense qu'il y a des sujets, il faut qu'on arbitre et qu'on décide que ces sujets-là sont humains. Lesquels, par exemple ? La gouvernance de ces bots-là. Et jusqu'à quel point tu leur donnes l'autorité de te... Jusqu'à quel point aujourd'hui tu leur donnes l'autorité d'embaucher tes futurs employeurs. Tes futurs employés, je veux dire. Si toi, demain, tu veux embaucher quelqu'un qui sort du cadre, à quel moment tu le fais ou à quel moment tu l'éduques? Si demain, tu veux pas... Parce que ces IA-là sont entraînés sur de la donnée. Hein. Ouais. L'IA, c'est que de l'entraînement de la donnée. Si tu prends des données... Si on prend les données des 15 dernières années, je suis pratiquement sûr... Je vais exagérer, hein, pour être provocateur avec toi. Je crois pas que 98%, 99% des IA me diraient n'embauche pas Youssef. Est-ce que c'est la bonne raison? Je sais pas. Non, mais Youssef, il n'a pas fait d'études. Il vient pas de ces écoles-là. Il a un background compliqué. C'est un mec, bla, bla, bla. Voilà, l'algorithme, il va dire Youssef, allez, 99%, c'est une failure en embauche. Ils ont peut-être raison. Parce que l'IA aurait analysé les top profils, leur bagage, d'où ils viennent. Enfin, si on prend une vision très pragmatique, très orientée résultat et très orientée on des risques pour l'entreprise. Ouais. Peut-être que moi, je suis vraiment pas le bon profil. Ouais. Alors, je peux être bon, je peux avoir des qualités, mais peut-être que l'IA dit ok, non. En fait, là, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ce top profil. Ce profil-là, ce profil type, on en a analysé des centaines de milliers, des millions, et bien ceux-là, c'est ceux qui réussissent dans cet environnement. À la fin, une entreprise, elle est gérée pour un but lucratif. Donc les actionnaires, les investisseurs, la bourse, tu parlais de tout ça tout à l'heure, eux ce qu'ils regardent c'est les résultats. Cette IA, même je prends l'exemple des médecins, aujourd'hui, moi je trouve que c'est une perte de temps parfois d'aller chez le médecin. Pourquoi ? Parce que tu vas chez lui, il te pose des questions et après il te dit bon bah il te faut ça ou ça. Quand il y a des cas hyper spécifiques, il t'envoie chez un spécialiste en plus. En fait, c'est bon. Si ChatGPT pouvait t'autoriser à aller à la pharmacie, moi je lui fais confiance à ChatGPT. Hein. J'exagère un peu, peut-être qu'il y a des IA spécialisées santé. Bah, elles ont analysé 1 milliard de données d'autres patients qui ont typiquement peut-être le même profil que moi, le même caractère que moi, des allergies ou pas que je peux avoir, et qui vont me dire ok, bah, par rapport à le symptôme là, que je viens de diagnostiquer, tu vas acheter ça et c'est bon, c'est réglé pour toi. Et en fait, moi c'est là où je suis un peu perdu. Parce qu'il y a le côté humain que tu as envie de garder aujourd'hui et qui est essentiel dans notre société. Et de l'autre côté, tu as le côté performance d'une entreprise à aller chercher. Et entre les deux, c'est difficile de jauger. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est là qu'on va je pense, se challenger un peu parce que c'est des gros sujets que j'ai moi aussi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. L'IA, j'essaie de la mettre dans tous mes services. Et au lieu d'arrêter des personnes, j'essaie de les augmenter grâce à l'IA. Je dis aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas l'IA, que tu fasses de l'admin, de la comptable, de la finance, du marketing, de la com, peu importe, on ne va plus pouvoir travailler ensemble. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un d'augmenté avec l'IA. Et si ce n'est pas le cas, en fait, finalement, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont remplacés. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais on dit la même chose. Donc, sur l'augmentation, 100%, il n'y a même pas de discussion, bien sûr. Et il faut, et c'est pour ça qu'on investit même chez Connecta, on investit plusieurs millions par an pour aider nos talents et nos employés à apprivoiser l'IA, d'accord ? Mais là où je veux revenir sur un point et là où je pense que il faut que tu fasses attention, fais confiance à l'IA sur des domaines que tu maîtrises. Très souvent, si tu utilises l'IA sur des domaines que tu ne maîtrises pas, elle va te parler ou elle va te répondre avec une certitude telle que tu vas y croire.
mais ça peut être totalement faux. Et ça peut continuer à être faux. C'est des modèles qui... j'exagère pas quand on parle d'hallucination, quand on parle... C'est vrai. Et je l'ai vu parce que sur des sujets que je domine, je la pousse au maximum. Et je vois à quel moment ça commence à déconner. À quel moment ça commence à dire des choses qui ne sont pas vraies. À quel moment ça commence à faire référence à des choses qui n'existent pas. Ou à quel moment elle oublie des choses que j'avais mis dans mes rapports. Je dis, mais attends, va voir page 42, voilà ce que j'ai mis. Pourquoi tu ne l'as pas repris dans cette synthèse-là? Mais si tu veux, donc peut-être que demain ça changera, mais à ce jour, je dirais, fais confiance à l'IA sur des domaines que tu maîtrises. Ouais. Parce que comme ça, tu verras à quel moment il y a un décalage avec ce que toi tu veux. Okay. Et ça, c'est important. Et je reviens sur la médecine. Bien entendu, si tu vas voir ton médecin pour un rhume, un truc comme ça, oui, ok, tu peux faire l'IA et tu peux le faire. Mais ça, on le faisait déjà avant. On le faisait même en utilisant les médicaments de l'année dernière pour éviter d'aller chez le médecin. Donc ça, à la limite, c'est pas... Je vais prendre un exemple qui est très personnel, mais je pense qu'il est révélateur de certaines limites. Tu vois, mon père toussait. Il y a 6 ans et ça toussait. Bon, voilà. Il fait ses visites, tu vois, on fait tous les tests. Il n'y a rien qui apparaît vraiment. Donc voilà, on aurait pu baisser les bras, dire bon, bah, écoute, laisse passer, c'est une inflammation, tu passes et compagnie. Et il y a eu une docteure, tu vois, une pneumologue qui a insisté, qui ne l'a pas lâché. Il était fatigué, hein, il n'en pouvait plus, il en avait marre des hôpitaux, des scans et compagnie, il n'en pouvait plus. Et elle dit non, on continue. Jusqu'à qu'ils aient découvert qu'il démarrait un cancer, si tu veux. Mais sans l'insistance de cette personne et sans, si tu veux, le contact humain qu'il avait avec mon père pour dire que c'était pas normal en fonction de ce qu'elle a perçu de lui. Des choses que lui ou toi, tu n'aurais pas pu transmettre à ChatGPT parce qu'il y a des choses que tu ne perçois pas de toi-même. Mais que quelqu'un d'extérieur qui va observer va vouloir les intégrer dans ton contexte, dans le diagnostic, si tu veux. Et donc, si tu veux, grâce à ça, elle a pu nous aider à le sauver. Il est rentré en traitement. Bon, voilà, il fait toujours son traitement et tout. Mais je pense que sur des sujets aussi importants que la santé, ne néglige pas ce que tu ne sais pas. Et vu que ce n'est pas ton domaine d'expertise, je pense qu'il y a des sujets où le contact humain est important pour être sûr que tu as l'ensemble des variables. Demain, si une IA est capable de t'observer pendant 6 mois, ta respiration, ce que tu dors, ce que tu vois, comment tu marches, peut-être que demain, on diminuera ce truc-là, si tu veux. Mais à ce jour, elle n'est absolument pas prête à te diagnostiquer de manière formelle des choses que toi, tu ne perçois pas. Et donc, c'est pour ça que je te dis, moi, là-dessus, je challenge. Ok, non, très bien. J'ai pas envie de lâcher le sujet, mais j'ai encore plein d'autres questions à poser. Je t'en prie, on continue. Comment t'accompagnes cette transformation chez Connecta aujourd'hui? Toi, en tant que CEO, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Beaucoup d'explications, de communication. Je pense que c'est très important de démonter un peu tout ce qu'ils entendent, d'aider la société à comprendre, des Connecta, à comprendre que maintenant notre client devient plus divers. Avant, c'était un certain client, chez un certain profil de client. Et maintenant, vu qu'on met beaucoup plus de technologie dans ce qu'on délivre, il faut commencer à faire rentrer les directeurs d'informatique, les directeurs de cybersécurité, les directeurs de gestion de la donnée, de la data dans les entreprises. Ça devient, si tu veux, notre panel de clients à qui on doit vendre la solution. Avant, tu la vendais au patron chargé de clientèle, au patron commercial de chez le client. Tu dis, voilà, je te mets 400 personnes, elles vont faire ça, elles vont te délivrer ça. Maintenant, aujourd'hui, non, c'est pas uniquement 400 personnes, c'est peut-être 300 personnes. Et puis peut-être une 50aine de bots. Alors pour que ces bots soient intégrés dans ton infrastructure technologique, il faut que le DSI valide, il faut que la cybersécurité valide, il faut que ça ait accès à des données, à certaines applications. Donc si tu veux, on rentre dans un monde où maintenant on devient plus hybride. Et donc aider la société à pivoter, pas de changer ce qu'on vend, comme je te l'ai dit, on continuera à vendre toujours la même chose, mais à changer la manière dont on le délivre. Et ça, c'est important. Et ensuite, les aider à adopter les technologies, leur montrer où est-ce que les disruptions se font et montrer un peu la trajectoire. Je pense que c'est plutôt un rôle d'éducation et d'accompagnement, tout en gardant le cap. Et c'est un peu ça c'est comme ça que je positionne mon rôle. Ok, et tu sens que ça marche? Ça prend. Je pense que ça prend pas aussi vite que tout le monde l'espère. Tu vois, on dit souvent...
L'éducation, c'est la répétition, c'est l'éducation. Mais tu vois, il faut répéter, répéter, répéter souvent les mêmes choses, de changer la manière dont tu le dis, changer la manière dont tu le conçois. C'est pour ça que le livre est aussi une autre manière de Mhm. l'expliquer aussi à mes employés, tu vois, pour que les gens le comprennent et le voient. Je pense qu'on a avancé. La chance qu'on a eue chez Connecta, c'est que donc c'est une boîte privée qui est détenue par un fonds. Le fonds a cru très tôt en cette histoire et a investi un peu plus tôt que le reste Ok. pour préparer la transformation de Connecta. Donc nous, j'ai l'impression qu'on a démarré avant les autres, parce que nous, ça fait depuis 2024 qu'on travaille sur cette transfo, qu'on a des références clients, qu'on a avancé avec des clients dans cette transformation, et que les gens le perçoivent. Cette année, j'allais dire en 2026, je vois vraiment maintenant le ruissellement, même au niveau de toutes les opérations. Tu vois, ça commence à prendre. Ok. Et dans ton quotidien, est-ce que toi-même, ça t'oblige à maîtriser l'IA? Est-ce que tu dois être toi-même un expert de l'IA pour pouvoir accompagner les autres à mieux la comprendre, à mieux la décortiquer? Tu n'es pas obligé d'être expert, Hmm. absolument pas. Mais vu que je suis quand même un geek sur la partie techno, je m'installe, je joue avec, j'ai mes cowork, j'ai mes Ouais. agentic AI. Mais écoute, même en tant que CEO, ça t'aide. Bon, voilà, en tant que dirigeant, t'as des conseils d'administration. Conseil d'administration, tu as de la préparation. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, qu'est-ce qui va nous impacter, qu'est-ce qui nous impacte, qu'est-ce qui s'est passé en interne, quels sont les sujets forts. Bon, préparer ces résumés-là, bon, ok, mais je peux le déléguer. Donc, j'ai construit mon propre agent qui scanne toutes mes données et qui me prépare, si tu veux, le résumé pour chaque mois, chaque update que j'ai donné. Après, moi, je tweak, tu vois, je rajoute ce que je pense qui manque. Mais voilà, ça commence à me préparer ces choses-là. J'ai toutes les données financières. Tu vois, t'es pas obligé d'aller demander tes équipes ou leur casser les pieds en leur disant oh, fais-moi un rapport là-dessus, donne-moi les comptes, donne-moi la tendance, donne-moi le forecast. Tu mets un agent en face de ta base de données financières, quelle qu'elle soit, et l'agent peut te préparer tous ces rapports, même de manière proactive. Tu dis montre-moi une tendance que j'ai pas vue qui peut impacter mon business à la fin de l'année ou en 2027. Tu vois, tu peux Hmm. commencer à jouer avec des Ok. choses un peu plus intéressantes. Donc je pense qu'on va tous adopter l'IA d'une certaine forme. Tu vois, même moi, regarde, alors juste sur la partie perso, pas plus tard que ce week-end, bon, chacun travaille, mais tu vois, je me dis, oh là là, il faut que je travaille sur peut-être un plan d'optimisation, de succession pour les enfants. Tu vois, j'ai jamais le temps de le faire. Donc, est-ce que je laisse un agent commencer à me scanner, me sortir plein d'informations? Je lui donne les informations dont il a besoin, mais je le laisse tourner pour me donner un peu quelles sont les différentes options, des choses comme ça. Tu vois, tous les sujets que tu as dans ta to-do list, des fois, tu n'as pas le temps. Hmm. Si tu calibres bien un agent à ce que toi tu veux, tu peux lui donner et il peut faire ce travail de fond. Après, pour que toi t'interviennes juste pour prendre les bonnes décisions. Tiens, oui, ça je veux le faire, ça je veux pas le faire, ça je veux le faire, ça je veux pas le faire. Tu vois, des choses de ce type-là. Donc, non, non, on va adopter l'IA tous, toi, à notre niveau. On va tous adopter l'IA d'une manière ou d'une autre. Ok. Et du coup, il y a quand même des métiers qui vont disparaître, qui vont se transformer. C'est quoi le conseil que tu donnes aux personnes qui sont dans ce type de job? Parce que ça, pour moi, c'est une certitude. Et en plus, ça existe déjà aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA. L'IA te donne la possibilité, toi, en n'étant pas expert de tout plein de choses, par exemple, de pouvoir accès à de l'expertise, à de la compétence, à de la technique. Donc avant, où tu avais besoin d'embaucher quelqu'un, ou tu avais besoin de prendre un prestataire, tu as beaucoup de choses que tu peux faire par toi-même aujourd'hui. Ils doivent faire quoi, toutes ces personnes? Je- Encore une fois, timing. Hmm. La première chose, c'est maîtriser l'IA dans leur environnement. Être capable d'automatiser eux-mêmes leur job. Parce que s'ils sont capables de le faire, ils seront capables de le faire pour d'autres choses. Donc je pense qu'ils vont se rendre euh, indispensables par maîtriser les outils et maîtriser l'automatisation des tâches. Ensuite, je pense qu'on parle de job. Je n'adhère pas au terme de job. Moi, je pense que c'est les tâches qui vont disparaître. Des pans entiers de tâches. Le job peut évoluer. Parce que demain, je mets des bots. Tu vois, on dit, allez, on va reprendre Ok. mon exemple de call center. Là, Je parce voulais y que revenir dessus en plus. tout le monde est dessus. Là. Ah, les agents vont disparaître. Mais la réalité, c'est que demain, je mets des bots. Mais ces bots, il faut les gérer. Est-ce que tu as déjà vu une famille de bots? On appelle ça des crews. Mais est-ce que tu as déjà vu des crews de bots travailler ensemble? C'est le bordel comme à Marrakech. Parce que chacun va avoir des idées différentes, chacun va faire des choses différentes, il faut les coordonner, il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, on se retrouve, nous, à mettre des CEO bots au-dessus des bots
pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir acter, parce que C'est un jeu aussi. chacun un peu. pense chacun pense à sa vérité et chacun après peut drifter. Donc toutes ces familles de bots ou ces bots, il faut les gérer. Et pour les gérer, pour l'instant, j'ai encore besoin d'humains. Parce que le modèle, personne ne me le garantit, même pas les meilleurs d'aujourd'hui. Personne ne me garantit que le modèle est 100%, comment dirais-je, déterministique. Je te prends un exemple très concret. Aujourd'hui, une banque, tu sais que les banques sont beaucoup régulées. Tu mets un bot pour automatiser un process. Aujourd'hui, un humain fait une action dans une banque, le régulateur vient et veut vérifier que ce process-là, à chaque fois, il donne cet output-là. Demain, tu mets un bot. Le bot, il va te donner un process. Il va te donner un output de ce qu'il aura fait. Mais je suis sûr que tu lui redemandes 3 semaines après, avec pas grand-chose de différent, il va te donner quelque chose d'autre. Le régulateur, il vient, il met une grosse amende à la banque. Ça ne marchera pas. Ouais. Tu vois, toi, aujourd'hui, ton chat GPT, ton ami chat GPT, là, tu lui demandes un truc, il te dit ah, génial, Youssef, voici les 5 trucs que je te demande. Tu lui demandes exactement l'opposé. Ah oui, tu as raison, Youssef, voici les 5 trucs qu'il ne faut pas faire. Les mêmes. Donc, si tu veux, les modèles aujourd'hui ne sont pas matures pour te dire ah, je peux les remplacer par. Je peux remplacer mes humains. C'est pas vrai. Donc, pour revenir à mon job de call center, moi, ce que je dis à mes agents, c'est que demain, oui, vous allez encore avoir une partie humaine pour tous les cas un peu plus complexes. Les cas qui demandent plus de créativité, plus d'empathie, plus de choses. Mais vous allez aussi avoir une partie digital, parce qu'il va falloir gérer ces bots, gérer leurs outputs, les améliorer, les coordonner entre eux. Donc, si tu veux, leur boulot va changer. Est-ce que je vais avoir besoin exactement du même nombre ? Je ne sais pas, ça va dépendre de la demande et de notre capacité à intégrer avec le client, mais ça va évoluer. Leur boulot va évoluer. Ok. Et pour rester sur ce sujet-là, après c'est bon, je te lâche avec ça. Les humains aussi font des erreurs. Bien sûr. Donc les bots peuvent faire des erreurs, parce qu'en fait, on part du principe que les bots peuvent faire des erreurs et les humains à côté n'en font pas. Les humains à côté font aussi beaucoup d'erreurs. C'est aussi la question de la voiture autonome. Tu prends une voiture autonome, aujourd'hui, elle peut faire des accidents. Mais statistiquement, elle en fera beaucoup moins que les êtres humains. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut donner sa vie à une voiture autonome ? Est-ce qu'on préfère statistiquement avoir plus de chances de faire un accident que de donner sa vie à une voiture autonome qui fait l'accident à notre place ? Et pour moi, dans ce paramètre-là, on doit aussi se questionner sur ça. Sur, ok, il y a des humains, il y a des bots, les bots peuvent faire des erreurs, mais les humains aussi peuvent faire des erreurs. Et quand on est dirigeant, moi je pose la question parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et quand tu gères une entreprise, quand tu gères des personnes en fait, qui ont une émotion, qui ont une famille, qui ont des responsabilités, c'est des choses qui dépassent le cadre de la performance. Et parfois, je ne sais pas, dans ton cas de figure, quand tu es CEO, tu es entre les deux. Tu vois, tu peux être entre l'ambition, la performance, la gestion, la rentabilité, donc être poussé vers ça. Après, je ne connais pas la culture de Connecta. Et de l'autre côté, le côté humain avec les équipes, les personnes que tu as envie d'accompagner, parfois de protéger. Tout le monde peut faire des erreurs. Les bots peuvent en faire, et les humains aussi. Mais statistiquement, les bots en font beaucoup moins. En tout cas, on voit aujourd'hui. Tu parlais du rapport tout à l'heure. Oublier la 42e page. Un humain aussi peut oublier il peut en oublier même 4 des pages au lieu d'une seule. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as vu que notre degré de tolérance sur les erreurs est beaucoup plus large avec les humains qu'avec les bots. Tu as remarqué qu'avec les bots, il est hors de question. Je pense que derrière ça, il y a le fantasme de l'automatisation de l'erreur, si tu veux. Je pense que Youssef, tu fais une erreur, pratiquement tu vois, je te pardonne et la prochaine fois tu la fais pas ou un truc comme ça. Derrière on a peur, si la bots l'a fait, il va la répéter plusieurs fois et c'est des sujets qu'on contrôle pas. Et encore une fois, les modèles on ne les contrôle pas. C'est-à-dire que même si je dis au bot ne fais plus cette erreur là, je ne suis pas sûr que demain il ne la répète pas encore, tu vois, mais comme l'humain. Donc je suis d'accord avec toi et je pense que notre niveau d'intolérance avec les erreurs de bots, il va falloir l'ajuster par rapport à ce qu'on vit tous les jours dans l'humain. Mais ce que j'essaie de te dire avant, c'est que je pense que les bots ont besoin de gestion comme les humains. Aujourd'hui, tu mets 10 humains ensemble, je ne suis pas sûr que tu arrives à organiser un output correct si tu ne mets pas un leader entre eux, s'il n'y a pas un leader entre eux qui organise un peu tout ça. Les bots, ça va être la même chose. Et tu ne vas pas pouvoir chaque fois le supplier par un bot. À un moment, tu auras besoin on appelle ça le human in the loop, tu auras besoin qu'un humain reste et prenne les bonnes décisions parce qu'entre eux, ils n'y arriveront pas. Okay. Tu vois ? Donc il y a un humain qui peut gérer du bot à la place d'un humain qui peut gérer du personne alors.
C'est possible, c'est Ok, possible, ok. c'est possible. Mais encore une fois, ça va dépendre des métiers et ça dépend de comment tu vas. Mais pour implémenter ces bots, et c'est tout c'est tout le rationnel que j'ai mis dans la transformation de Connecta, pour implémenter tous ces centaines et milliers de bots, tu as besoin de personnes. Elles n'existent pas aujourd'hui. Les compétences, elles n'existent pas. Et c'est ça que je propose, c'est de upskiller ou reformer les gens à ça. Et j'ai découvert dans l'univers des call centers le nombre d'autodidactes, le nombre de personnes qui sont compétentes, qui sont capables d'apprendre sans aucun diplôme, sans rien du tout, qui sont capables d'apprendre toutes ces technologies-là et ils sont capables de nous aider à les implémenter. C'est ça que j'essaie de faire. C'est leur permettre un bridge de sortir du call center. Alors ceux qui resteront dans le call center et qui géreront des bots et des humains peuvent rester. Et tout le reste, ceux qui peuvent faire un passage vers le monde du digital et travailler dans le monde digital sur l'implémentation des modèles, l'optimisation des modèles, l'implémentation des bots, la migration vers le cloud des données et tout ça. Voilà. Ok. Et ça, c'est intéressant parce que on accompagne beaucoup de personnes dans l'éducation et la formation. Et c'est ce que je leur dis dans le message. C'est que ça va tellement exploser parce qu'avant, tu avais une compétence et tu pouvais vivre très longtemps avec cette compétence. Et aujourd'hui, tu as sans cesse besoin de t'adapter, réévoluer, réapprendre. Et donc, dans la formation, tu vas très régulièrement devoir te reformer, réapprendre, évoluer, progresser. Et ça, tu penses que l'être humain a une limite à ça, tu vois, à toujours réapprendre. Est-ce qu'il est plafonné à toujours être tiré pour apporter un maximum de valeur? Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de tâches qui sont aujourd'hui déléguées par l'IA. Et donc, l'être humain doit se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors qu'avant, les tâches on va dire, valeur ajoutée beaucoup plus faible, c'était un peu la soupape qui te permettait de respirer. Toi, en tant qu'être humain, tu te dis bon, c'est bon, là, je vais le rendez-vous client, je vais me pencher, je vais faire mes petits emails à côté, ça va me reposer, ça va me détendre. Là, tu as beaucoup de choses qui sont déléguées. Comment tu gères ça? Non, mais c'est une question fondamentale. Hein. J'en parle dans le livre aussi. Hein. Il y a cette charge mentale. Et si je reprends juste l'exemple, et je reste encore sur les agents dans les call centers, si on automatise tout ce qui est simple, si on automatise toutes les transactions moyennes simples, tu vois, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que les transactions compliquées. C'est-à-dire que les gens qui vont continuer à vous répondre au téléphone, c'est que les gens qui vont se taper les calls les plus galères, les gens les plus énervés, les situations les plus critiques et compagnie. La charge mentale de ce type-là d'interaction, tu ne la supporteras pas sur 8 heures. Donc il va falloir repenser même la journée de travail pour ces gens-là. Peut-être c'est des journées de 4 heures, tu vois, des journées de 4 heures. Et puis ces gens-là, vu qu'ils délivrent un service premium, tu ne le factureras pas au même prix que ce que tu avais facturé avant. C'est des gens que tu factureras beaucoup plus élevé parce que là, tu vas chercher de l'énergie pure et dure humaine pour gérer ces cas très complexes. Donc il va falloir repenser, je pense, même l'organisation du travail. Plus on aura de bots et voir quelles tâches humaines restent. Mais ces tâches humaines qui restent devront être prémiées ou en tout cas valorisées beaucoup plus que quand elles occupaient que 10% de la journée de 8 heures, si tu veux. Là, elles vont occuper 80% ou 90% d'une journée de 4 heures. Donc tout ça, il va falloir le repenser, le réarchitecturer dans notre manière de payer nos employés, de payer nos salariés et de réorganiser le travail autour de ça. Donc ça, je suis d'accord avec toi, j'y crois. Super. Oh, c'est intéressant comme échange. De pouvoir échanger avec le CEO d'une entreprise qui fait 2 milliards, c'est pas tous les jours en fait. Moi, j'estime que c'est aussi une chance de te connaître aujourd'hui. Déjà, donc, merci beaucoup d'être venu. J'ai encore quelques questions à te poser. Cette fois-ci sous forme de jeu de rôle. Donc, ça va être très court. Parce que bon, ça fait presque 1h50 là, qu'on est ensemble. Moi, je regarde le chronomètre en parallèle. J'ai une dizaine de questions à te poser qui vont nécessiter plutôt des réponses assez courtes. Là, cette fois-ci, je vais prendre mon téléphone parce que celles-ci, je ne les connais pas par cœur. Et puis, on va essayer d'enchaîner et finir à la fin sur vraiment le conseil, la recommandation que tu pourrais partager à tous les jeunes et moins jeunes aussi qui, demain, sont confrontés à tous ces défis d'intelligence artificielle. Est-ce que ça te va? C'est parti. Bon, comme je t'ai dit, on va passer à une partie questions-réponses très courte. J'ai 4 thématiques différentes. Première question. L'IA est une chance ou un danger? Est une chance, mais il faut la contrôler. Le monde va dans la bonne direction ou non? Non, il ne va pas dans la bonne direction. L'humain sera plus important demain ou moins important? Plus important chaque jour. Réussir sans valeur, c'est possible ou non? Peut-être, mais c'est pas ma définition de la réussite. L'école prépare au monde actuel, oui ou non? Non, absolument pas. C'est la seule industrie qui n'a pas changé depuis plus de 150 ans. Deuxième partie. C'est quoi la plus grande peur des gens aujourd'hui? L'incertitude. C'est quoi la plus grande erreur des dirigeants? L'ego. C'est quoi une vérité que personne ne veut entendre? On est tous dans le même bateau. Quel est le vrai problème du monde du travail aujourd'hui? Le capitalisme sans valeur. Quelle est la qualité qui fera toute la différence demain selon toi?
C'est compliqué celle-là. Il y en a plusieurs. Mais la qualité peut-être la plus importante pour moi, c'est ton réseau. Ok. Troisième partie. Quel est le moment qui a changé ta vie? Quand je suis venu à Paris. Avec ta tante, c'est ça? Ouais. Quelle est la plus grande peur que tu as aujourd'hui? De ne pas avoir équipé suffisamment mes enfants au monde de demain. Je m'attendais à cette réponse. Je suis pas original. Je m'attendais à cette réponse. En plus, quand j'ai dit perso, pro, perso, j'ai dit c'est bon, c'est ça qui va tomber. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? De mes relations. Quelle est la chose la plus importante que tes parents t'ont appris? La détermination. Et si tu devais résumer ta vie en une seule phrase? Croire en soi, c'est le début de tout. Dernière partie. Qu'est-ce que l'IA ne remplacera jamais? Les plats de ma femme. C'est quoi un humain irremplaçable? C'est un humain. C'est quoi réussir sa vie pour toi? Vivre dans le présent. Si tu devais revenir à 20 ans, tu dirais quoi à Nordine? Tu vois l'épisode où tu reviens, tu te recroises, et tu dois te parler, tu dois te dire quelque chose. Arrête de prendre la tête sur tous ces trucs-là, c'est futile. Continue, juste avance. Et dernière, comment rester humain aujourd'hui? Communiquer, rester connecté, communiquer. Super. Merci beaucoup Nordine. Merci On Youssef. a passé presque 2 heures ensemble. C'était un super échange. J'ai appris beaucoup de choses. Ça fait quoi maintenant 2-3 ans qu'on se connaît. J'ai appris beaucoup de choses sur toi. Bravo pour le livre. Merci. Je l'ai lu hier soir, justement avant d'arriver aujourd'hui. C'était un peu dur parce qu'il fallait que je me lève tôt pour préparer. Mais en tout cas, je l'ai lu et il est très intéressant. Moi, je vous recommande tous Rester humain, l'entreprise à l'épreuve de l'IA. Si vous voulez essayer de découvrir une histoire d'un dirigeant que j'admire beaucoup, qui a un parcours extraordinaire et qui se bat au quotidien pour toutes ces transformations, puisque tu arrives en tant que CEO dans un monde qui se transforme à la vitesse de la lumière, si on peut dire ça comme ça. Si tu avais un dernier conseil à partager à toutes les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Croyez en vous, poussez, il faut changer, il faut apprendre, il faut avancer et ne laissez pas les autres dicter vos prochains pas. Ils sont audacieux, ils sont beaux, il y a vraiment beaucoup de choses à la clé si vous mettez l'effort nécessaire. Donc vraiment croyez en vous et continuez à avancer. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire et on en est tous capables. Toutes les cartes sont sur la table. Voilà. Merci beaucoup Nordine. C'était un épisode aujourd'hui très authentique. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui est une aussi grande fierté, parce que moi c'est aussi une fierté. Merci. C'est quand tu sors dans le monde professionnel, et tu cherches un peu, on va dire, les personnes qui te ressemblent un peu pour te dire ils sont où finalement, moi aussi j'ai envie de grimper. Et quand je t'ai découvert et que je t'avais envoyé ce message sur LinkedIn, je crois que c'était le moment où tu étais passé peut-être CEO, ou bien il s'est passé un événement, j'étais hyper fier et c'était un message de fierté que je t'avais envoyé. Et tu m'avais répondu, on s'était vu à Rabat justement pour la première fois. En tout cas, bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu fais. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, likez, commentez, partagez, suivez la chaîne, suivez Nordine sur LinkedIn. Regardez son livre qui est vraiment extraordinaire. Je vous mettrai tous les liens dans la descriptif et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci Youssef.